Les Clés de la Ville, une production Figaro Immobilier et Radio Imo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio, Arkea Banque Entreprise et Institutionnelle et Nexity. Présenté par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin. Bonsoir à toutes et à tous, et nous sommes ici à Lorient, dans cette bonne vieille ville de Lorient. Nous sommes reçus ici dans un endroit magnifique, l'écrin de l'hôtel de ville, dans le salon d'honneur. Et merci d'ailleurs à l'ensemble des équipes de la municipalité de nous recevoir. Merci encore une fois à tous ceux qui nous écoutent. C'est déjà le 27e numéro des Clés de la Ville que nous commettons chaque mois de territoire en territoire avec notre carte régie. Comme des saltimbanques, nous allons voir les villes et voir comment il faut être bon pour y vivre. Parce qu'on part du principe, avec Olivier, que la France a quand même un énorme talent en la matière. Olivier Marin, rédacteur en chef du Figaro Immobilier, mon complice de toujours. Salut Olivier. Bonjour Sylvain et bonjour à tous. Alors, voilà. On démarre. Très heureux au nom de Figaro Immobilier et de Figaro Immo Télé de poursuivre cette 3e saison des Clés de la Ville avec un grand plaisir. Toujours le même principe qui fonctionne, qui a fait ses preuves. On pose nos valises et l'on parle immobilier et logement bien sûr, mais aussi urbanisme, environnement, architecture, patrimoine. Et à travers notre émission, c'est l'occasion de montrer que la ville, elle bouge, elle se transforme. Il y a une identité, mais il y a aussi de nouvelles façons de vivre et d'habiter. Et c'est ce que l'on va voir dans les reportages, des échanges, des témoignages en plateau de personnalités emblématiques, des acteurs de la fabrique de la ville. Et pour cette saison 3, après avoir découvert Reims, Nice, Metz, Amiens, Le Havre et Tours, nous sommes à Lorient depuis les magnifiques salons d'honneur de l'hôtel de ville, reçus par notre grand témoin, qu'on est très heureux d'avoir auprès de nous. C'est Fabrice Loher, le maire de Lorient. Bonjour. Bonsoir et bienvenue à Lorient. Merci la ville infiniment. au Cibor. Qu'on va évoquer ensemble. Au programme, on retrouvera bien sûr nos partenaires. Tout d'abord, la séquence Bien mieux avec notre partenaire Elio pour évoquer ce qui est sans doute l'un des chantiers du siècle en matière de logement, c'est la rénovation énergétique. Pierre-Marie Perrin, directeur des affaires publiques de Elio, nous donnera l'état des logements en matière de performance énergétique à Lorient et nous donnera également des conseils pratiques pour bien rénover. Pour la séquence La vie ensemble, on va recevoir Stéphane Lavriou, qui est le directeur général régional de Nexity. Pour la rubrique Parlons territoire avec Arkea Entreprise et Institutionnelle, on aura le plaisir d'avoir Sandra Blot, dirigeante de Pierre Promotion, qui sera à nos côtés. Et puis chaque mois, un notaire du Conseil supérieur du notariat. Aujourd'hui, nous recevrons maître Anne Boucher, notaire à Lorient. Elle nous dressera un panorama de l'immobilier ancien, l'évolution des prix, des ventes, mais également délivrer des conseils pratiques. Voilà pour ce beau programme. Mais tout d'abord, Grégoire, si je vous dis Lorient, l'édito, c'est à vous. Bonjour à tous, bonjour monsieur le maire, merci beaucoup de nous accueillir à Lorient. Alors donc, Sylvain l'a dit, c'est notre 27e émission des Clés de la Ville, 3e saison et déjà 7e étape cette année. Merci de nous accueillir dans votre ville aux 6 ports. Alors moi j'avais noté 5 ports, mais vous avez précisé 6 ports, exactement. Donc force est de constater, monsieur le maire, que Lorient est une ville assez jeune d'un point de vue historique. À l'instar du Havre, où nous sommes tous allés en février, Lorient est même encore plus jeune que son alter ego maritime, puisque votre ville a été fondée en 1666 et le Havre en 1517. Pour comprendre comment Lorient est arrivé jusqu'à sa forme urbaine telle qu'on la connaît aujourd'hui, il nous faut donc faire un petit peu d'histoire, une histoire jeune mais chargée, vous allez le voir. Donc tout commence au XVIIe siècle, quand la Compagnie des Indes orientales obtient de Louis XIV des terrains pour y établir une implantation. Sans l'intervention du roi Soleil, le site serait probablement resté sauvage entre les deux villes que sont Hennebont et Port-Louis, au confluent du Scorff et d'un marais dans la lande du Fawédic. Pour le souverain, il s'agit de contrer la menace anglaise et l'insécurité de la Manche. Avec le Havre et l'établissement qui deviendra plus tard Lorient, le voilà servi. En cette seconde moitié du XVIIe siècle, Lorient ressemble un peu plus à une zone industrielle qu'à une ville telle qu'on l'entend aujourd'hui, mais elle change petit à petit et un bourg pousse d'abord à côté du chantier naval. Bien que de consistance précaire, il se développe assez rapidement au cours du XVIIIe siècle.
Un premier plan d'alignement est proposé en 1708, c'est assez précis, par l'ingénieur Robelin. Ce plan vise à donner une certaine forme au bourg, à le structurer, à partir de la porte sud du port et autour des deux grands axes que sont le chemin vers Plouermeur et le passage Saint-Christophe. Il prévoit également la création de nouvelles rues et places. Alors, tout cela est bien beau, mais c'est un échec, ce plan ne sera pas suivi. Pourtant, le bourg continue à se développer, il se développe même assez rapidement, et on compte en 1720, ça ne s'invente pas, 1720 habitants. C'est assez facile de le retenir. Un deuxième plan d'alignement est alors tenté en 1724 par l'intendant Fédot de Brou, et cette fois, il vise à régler les conditions de construction en imposant l'emploi de la pierre et de l'ardoise. Deuxième échec, faute d'un pouvoir politique local assez fort. Les années 1730 sont pourtant cruciales dans le développement de ce qui deviendra l'Orient quelques années plus tard. D'abord, toutes les activités de la Compagnie des Indes, à savoir la construction navale, l'armement et le désarmement des navires, ainsi que l'entreposage des marchandises, sont officiellement maintenues sur place. Un port fonctionnel et prestigieux est ensuite construit, donnant au lieu une importance considérable et une fonction vitrine de la Compagnie et du Royaume de France. Et en 1738, un édit du roi érige l'Orient en corps de ville. Ça y est, l'histoire est en marche. Durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, la Compagnie des Indes perd de sa superbe et de son influence à l'Orient. Le pouvoir local et à travers lui tout le négoce lorientais s'affirme alors. La ville prospère autour d'une bourgeoisie qui s'enrichit. Au XIXe siècle, l'Orient devient la troisième ville de Bretagne après Rennes et Brest. Au XIXe siècle, c'est surtout l'expansion extramuros qui démarre, d'abord au sud, via le quartier de la Nouvelle-Ville, mais surtout avec l'arrivée du chemin de fer en 1862. La gare est installée en dehors de l'enceinte de la ville, à Kerentec, alors désolé pour la prononciation, ce qui oblige l'Orient à s'étaler hors ligne. Kérentré, pour être... Voilà, je suis très éloigné de la juste prononciation, veuillez m'excuser, mais ce qui oblige en tout cas l'Orient à s'étaler hors des murs. Une grande partie en sera d'ailleurs démantelée en 1906 et de nouveaux quartiers apparaîtront. Le 19e siècle est signe de modernisation pour l'Orient. L'arrivée de la machine à vapeur permet au port de passer un réel cap de productivité. L'Orient est une ville avec une vraie activité industrielle, une ville de pêche, mais aussi une ville de garnison, puisque de nombreuses unités y sont stationnées. À la veille de la Première Guerre mondiale, la Bretagne compte 3,2 millions d'habitants, ce qui est à peu près le même niveau qu'aujourd'hui, et l'Orient compte 50 000 habitants, et elle rentre de plein pied dans la Grande Guerre, avec son statut de port militaire et d'arsenal. L'Orient sera base arrière, centre de repos, centre de soins. Elle est peu touchée physiquement par le conflit, puisque le front est loin, mais la Bretagne... Pas par celui-là, mais malheureusement. Pas par celui-là, malheureusement, tout à fait. Tu anticipes un petit peu le reste de l'histoire. Mais la Bretagne, en tout cas, est touchée démographiquement, puisque bon nombre de ses fils seront fauchés au combat. La ville poursuit son développement économique et sa modernisation durant l'entre-deux-guerres. Les quais sont aménagés à Kergroise et un nouveau port de pêche est ouvert à Kéroman en 1927. La ville se dote d'équipements modernes, le trafic maritime augmente, l'industrie et la population avec. L'Orient est surpeuplé et les conditions de logement ne sont pas encore ce qu'elles doivent être. Après moult tractations, l'Orient s'étend sur sa commune voisine de Plouermeur en 1929 qui lui cède 75 hectares. Au sud de la ville, on a la création d'un nouveau port de pêche qui favorise le développement urbain et un nouveau quartier sort de terre. À la veille du conflit en 1939, la ville semble une nouvelle fois éloignée du front. Les autorités préparent un plan de protection pour les 40 000 orientés avec 12 km de tranchées qui sont imaginées. Ce sera insuffisant. Les Allemands arrivent le 23 juin 1940 et le vice-amiral Karl Dönitz voit tout de suite le potentiel de la ville de Lorient et choisit d'y implanter sa base pour les fameux U-boats, les sous-marins qui partiront d'ici la base de Kéroman, sort de terre, courant de l'année 1941 et sera consolidé tous les ans jusqu'à la fin de la guerre. Guerre dont l'Orient sortira plus tardivement que le reste du pays, la faute à une poche de résistance allemande diaboliquement efficace, donc jusqu'au 10 mai 1945. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'Orient est dévasté, surtout par les bombardements alliés de 1943 à 1944. Il y a eu 4000 tonnes de bombes sur la ville. Elle est décorée de la Légion d'honneur en 1945 et de la Croix de guerre. La reconstruction est confiée à l'architecte urbanisme Georges Toury. Alors lui, il axe son plan de reconstruction autour de la séparation de l'habitat et de la zone industrielle, de la densification d'un centre-ville élargi et aéré pour une circulation fluide. Très vite, les autorités locales s'assurent du maintien sur place des deux poumons économiques de la région, l'arsenal et le port de pêche. Parce que les négociations seront âpres, puisque le gouvernement souhaitait initialement transférer en Afrique du Nord ce port de pêche pour ne garder que Toulon et Brest en métropole. Mais les Lorientais obtiendront gain de cause et Lorient restera le grand port de pêche de la façade atlantique. La ville et la région se reconstruisent.
au fur et à mesure des 30 Glorieuses. Dynamisme et innovation semblent être les leitmotivs et de nombreuses entreprises s'installent à Lorient, de même que se développe l'Université Bretagne Sud et son paquebot impressionnant. Durant les années 70, le désormais célèbre Festival interceltique de Lorient est créé, devenant au fur et à mesure des années un événement international qui apporte une réelle dimension culturelle à Lorient et à sa région. Ici, on a un territoire qui est solidaire, accueillant. Lorient fait aujourd'hui face à des enjeux économiques. L'Arsenal ne tient plus sa place d'antan du fait de nombreuses restructurations militaires. Et le modèle de la pêche industrielle est amené à évoluer dans les années qui suivent, mais aussi démographiquement, puisque la Bretagne tiendra un rôle prépondérant dans un avenir soumis au réchauffement climatique. Vivre ensemble, rayonner, transformer, équilibrer, coopérer, tels semblent être les objectifs pour les années à venir et un territoire en pleine mutation. Bienvenue à Lorient. Alors je vais le tenter en breton, et c'est un basque qui parle breton, alors attention. Dagemer Mot an Orient. Dagemer Mat, voilà, avec l'accent, c'est mieux. Ah, pas mal. Mais c'était bien, c'était bien. Bravo Grégoire. Bravo. Alors, on vous a fait une petite surprise, monsieur le maire. On a tourné quelques images de votre ville et on vous propose, ainsi que pour le public, de découvrir. C'est l'heure du reportage. Bienvenue chez les Merlus, bienvenue à Lorient. Ville de 57 000 habitants située dans le Morbihan et fondée en 1666, elle est surnommée la ville aux 5 ports. Située à l'embouchure des fleuves Scoff, Terre et Blavette dans l'océan Atlantique, Lorient est notamment célèbre pour sa rade gigantesque. Elle comprend plusieurs installations portuaires qu'il vous sera facile d'admirer et visiter. À l'extrémité ouest de la rade, près du port de Kéroman, retrouvez la base de sous-marins de Lorient. Lieu chargé d'histoire, construite en 1941 par les Allemands, la base s'étend sur 3 blocs, K1, K2 et K3, et 26 hectares. Cet ensemble de bunkers est célèbre pour avoir abrité les fameux U-Boots pendant la Seconde Guerre mondiale. Utilisée par l'armée française au sortir de la guerre jusqu'à son départ en 1997, elle est aujourd'hui pôle économique, touristique et nautique. Ils sont au nombre de 5, le port de pêche de Kéroman, le port de commerce de Cargouaz, un port de voyageurs, un port de plaisance et enfin un port militaire qui comprend près de 4000 militaires. Finalement, la base est devenue un lieu incontournable pour les locaux comme pour les touristes de passage. La tour d'Avis, elle est à côté de la paroi du bunker K1. Elle est haute de 15 mètres et elle abrite le musée des sous-marins. Elle servait à l'époque à l'entraînement des sous-mariniers français de sa construction en 1942. Lorient sera reconstruite, en témoignent les quartiers du centre-ville autour du port ou du stade du Moustoir. Bastion des Merlus, équipe professionnelle de la Ligue 1 de football, il est situé en cœur de ville depuis 1957. Si la première version de la ville de Lorient a été marquée par la Compagnie des Indes, la ville a été presque totalement rasée pendant la Seconde Guerre mondiale. Ville jeune, ville reconstruite, ville qui se voulait à l'avant-garde de l'urbanisme au XVIIIe siècle, Lorient ne compte que trop peu de patrimoine historique. Citons néanmoins les 2 églises Notre-Dame de Bonne-Nouvelle et Notre-Dame de Victoire. La première est située dans le quartier de Kerentrek et elle est construite entre 1849 et 1854. L'église Notre-Dame de Bonne-Nouvelle est construite entre 1849 et 1854 dans le quartier de Kerentrek. Sa particularité réside en son orgue, le premier, sorti de la manufacture parisienne Cavaillé-École, est monté à Lorient en 1838. À la place de l'ancienne église Saint-Louis, on retrouve depuis 1955 l'église Notre-Dame de Victoire. Commencée en 1953 par l'architecte Jean-Baptiste Ourlier, elle reçoit le label patrimoine du XXe siècle. Bien que jeune cité, vous trouverez en Lorient une ville témoin de l'histoire. Compagnie des Indes, sous-marins allemands, citadelle, autant d'indicateurs qui révèlent la richesse de la ville. Port en pleine activité, grande zone de pêche, zone commerciale et de sport, bienvenue à Lorient. Et n'oubliez pas sa devise, Ab Oriente Refulget, c'est de Lorient qu'elle resplendit. Bonne visite. Merci Alexandre Burkhardt pour ce reportage. Je suis pas sûr que l'accent breton soit toujours aussi... Bon, il y a quelques dénominations à revoir, mais dans l'ensemble, c'était quand même très bien. Bon, voilà, bravo. Merci beaucoup en tout cas. Merci Fabrice Loer de nous recevoir ici. Vous êtes le maire de Lorient. On va enchaîner tout de suite avec cette première partie avec un entretien avec vous, si vous voulez bien. Fin 2022, Lorient a été érigé en modèle sur la lutte contre l'étalement urbain. C'est toute la ville et son agglomération qui ont été désignés territoires pilotes pour la sobriété foncière par le programme national qu'on connaît bien, l'action Cœur des villes, qui avait été, on s'entend, initié
par Jacques Mézard, qui a été le premier ministre, premier des ministres sur la cohésion des territoires qui avait été nommé avec Julien de Normandie. Est-ce que vous pouvez nous en dire aujourd'hui quelques mots sur ce sujet? Faut-il s'en féliciter? Est-ce que vous êtes heureux du fait justement que votre ville ait été désignée comme un peu la zone pilote de la sobriété foncière à l'heure aujourd'hui où on est soumis à une règle difficilement difficile à, on va dire, à joindre, c'est-à-dire un étalement urbain presque parfois nécessaire puisqu'on a une démographie qui nous donne beaucoup de pression au niveau du logement, et en même temps, c'est l'idée de sauvegarder le territoire et d'essayer de penser l'habitat autrement. C'est d'abord le constat de l'histoire et de la géographie. Lorient est une ville relativement petite en surface foncière, puisqu'on fait 17 km². Pour donner un exemple, c'est 2 fois plus petit que Vannes, qui a à peu près la même population que nous. Donc c'est une ville petite, bordée par le Scorff, par l'Atlantique, au nord par la RN 165 qui nous contraint. Et donc c'est vrai que c'est une ville qui est urbanisée à 85% aujourd'hui. Et donc j'ai envie de dire que le renouvellement urbain par lui-même, des constructions, reconstructions, fait partie de toute façon des obligations de l'urbanisme lorientais. Vous l'avez dit, une ville qui a été totalement reconstruite, puisqu'on considère que 90% de la ville a été détruite par les bombardements. Et donc c'est vrai que nous arrivons à un moment de notre histoire urbaine où il nous faut entretenir notre patrimoine. Il arrive à peu près au même moment à maturité, une maturité plutôt négative, puisque c'est souvent un patrimoine énergétivore sur lequel il faut de toute façon entamer de gros travaux d'entretien, de rénovation énergétique qui fait partie de nos ambitions. Et donc c'est vrai que si on veut demain à nouveau générer de l'attractivité urbaine, faire venir de nouveaux habitants, ce qui est l'objectif de notre municipalité, c'est effectivement par la déconstruction, reconstruction et donc par la sobriété foncière, qui veut dire aussi un petit peu de densité, qui n'est pas toujours quelque chose de facile à accepter, mais qui veut dire que là où nous faisons peut-être plus haut, 1, 2, 3 étages supplémentaires, il faut de toute façon il faudra faire plus haut. Le quartier Baudelio, est-ce qu'il illustre un peu cette idée? Bien, totalement. C'est un ancien hôpital sur lequel les travaux de déconstruction totale ont eu lieu, dépollution, ça a coûté un petit peu cher d'ailleurs au passage, et désormais c'est le temps de la construction qui s'engage. Et ça a commencé d'abord par un parc urbain d'un hectare 5. Oui, voilà. 700 logements, je crois. Et viendront 700 logements, une première tranche dont une partie va être livrée d'ailleurs dès l'été, les premiers logements sociaux qui sortiront de terre. Et donc c'est à la fois un enjeu de reconstruction, de sobriété foncière, des logements de qualité, des logements sociaux, mais d'abord un environnement naturel qui permettra de mieux faire vivre cette densité foncière impérative. Olivier Marin. Et si l'on va plus loin, alors vous l'évoquez, tout en restant fidèle à votre histoire, au patrimoine, la ville, elle bouge, elle se transforme. On note des aménagements, des projets urbains quand on ne connaît pas Lorient, qu'on arrive, quand on prend un peu de recul. Donc il y a déjà la place de l'hôtel de ville qui se transforme progressivement. Il y a un effort important sur la mobilité, les déplacements, la végétalisation. 1000 mètres carrés de gazon planté autour des grands massifs dans un esprit de ce que vous appelez de jardin de campagne. Place de l'hôtel de ville donc qui s'apprête à changer de visage. Réaménagement global de l'hypercentre de Lorient, revoir les rues, les espaces publics, l'aménagement de la voirie. Vous voulez végétaliser partout où c'est possible. Grand projet de rénovation à Lorient, extension, rénovation. Quelle est l'ambition et quel est le calendrier? L'ambition, c'est de faire de Lorient la ville, ou une des villes en tous les cas, les plus agréables à vivre de l'Ouest. Un récent classement qui nous a donné comme la 6e ville de France la plus agréable, la plus attractive. Mais l'attractivité, c'est d'abord pour nous le côté agréable, pour les gens qui y habitent et ceux qui rejoignent la ville et le territoire. Et donc, au travers de cette attractivité nécessaire, c'est le développement économique. C'est pour ça que c'est important de rappeler quels sont les points forts économiques de la ville. J'ai entendu ce que vous avez dit sur le port de pêche. On est au moment de la promotion, je vais faire un peu de promotion de la ville. Premier port de pêche de France en valeur. Pas seulement un grand port de l'Atlantique, c'est le premier port de pêche de France en valeur. C'est le premier site de construction militaire de la flotte de surface de la marine française. Toutes les FREMM et les frégates de défense et d'intervention nouvelle génération qui sortent pour la marine sortent de Lorient. C'est notre point fort. Nous sommes le premier pôle de course au large européen. Voilà notre 6e port qui illustre la place, le fameux 6e port. Oui, c'est celui-là. Donc les Ultimes, les IMOCA que vous voyez dans les grandes courses transatlantiques, en fait, sont construits et s'entraînent pour l'essentiel à Lorient.
ce sont d'abord des points forts économiques qui font l'attractivité nouvelle de la ville, et évidemment un renouvellement urbain qui doit suivre, parce qu'il nous faut, encore une fois, accueillir une population nouvelle, donner des logements à notre propre population. On a quelques milliers de demandes de logements en attente, et donc c'est tout ce renouvellement que nous engageons. La contrepartie de cette densité, on parlait tout à l'heure de sobriété foncière, c'est évidemment d'amener du végétal là où le minéral domine un peu. Si vous êtes au centre-ville de Lorient, vous voyez cette domination du minéral, notre place de l'hôtel de ville qui était très marquante de ce point de vue-là. Et donc c'est vrai que nous avons l'envie de faire aussi de cette ville une ville encore plus agréable à vivre, d'abord pour les Lorientais, mais aussi pour ceux qui viennent de l'extérieur. Monsieur le maire, c'est très rare, on a rarement entendu, par rapport à la hauteur j'entends, si je vous dis, alors c'est peut-être un peu court, mais si je vous dis entre verticalité et horizontalité, pour le logement, vous choisissez la verticalité. Verticalité. Encore une fois, ce sont les contraintes géographiques, les contraintes de l'histoire, et le choix de faire en sorte que nous ayons au pied des constructions nouvelles, ces jardins, ces parcs, cette végétalisation qui va donner de la respiration à la ville. Et je crois que c'est très important. Alors on se dit tout, puisqu'on a dit qu'on allait tous dire, avec vos collègues maires de ville aujourd'hui, dont certains, parfois même, jettent l'éponge. Voilà ce qu'on nous dit dans la plupart des villes dans lesquelles nous allons. Ils sont tous d'accord pour loger les administrés, et même tous d'accord pour accueillir la démographie positive de la ville, qui était plutôt une bonne nouvelle, et il semblerait que votre ville reprenne des couleurs à ce niveau-là, et aujourd'hui redevienne, entre guillemets, j'aime pas trop le terme, mais bankable. Sauf que vos collègues nous disent je voudrais bien construire en hauteur, sauf que on assiste à un phénomène sociologique qui est le refus des administrés, avec, c'est la fameuse méthode chère à notre ami Olivier Marin, la méthode Puma, c'est-à-dire pour, mais pas ici. Comment, très franchement, et je suis ravi de vous l'entendre, parce que vous le dites en public, que vous êtes pour cette verticalité, et vous avez absolument raison, puisqu'on défend ce modèle, comment vous, lorsqu'on est élu local, vous faites passer ça à vos administrés? D'abord, moi, je suis à la tête d'une ville qui a connu une baisse de population régulière et constante pendant 50 ans. Passé de 72 000 habitants à 57 000, avec toutes les conséquences que vous imaginez et que la population voit en direct, c'est-à-dire la fermeture de services publics, d'écoles, très concrètement, d'accueil de petite enfance, d'établissements de personnes âgées. C'est tout ça qu'on a perdu. Donc c'est vrai que l'action que nous engageons est de faire en sorte déjà de casser cette spirale négative. Et de fait, depuis 2 ans, même si c'est pas spectaculaire, nous avons regagné quelques dizaines d'habitants, 320 je crois en 2 ans. Donc nous avons cassé la spirale négative. Chacun comprend que sur un territoire contraint comme le nôtre, on ne peut que gagner en hauteur. Nous sommes une ville aérée, nous sommes une ville de la reconstruction. Nous avons la chance de bénéficier de rues souvent très larges. Et très sincèrement, ce que nous expliquons, et qui passe quand même plutôt bien la plupart du temps, c'est que 1 étage, 2 étages, voire 3 étages supplémentaires dans certains quartiers, ça n'enlèvera pas la qualité de vie et ce qui fait l'attractivité naturelle de la ville. Ça permet de loger davantage d'habitants. Moi, je dis aux gens que je rencontre, vous savez, vous habitez là, vous avez bénéficié de la reconstruction, vous avez bénéficié d'une mutation immobilière il y a quelque temps, mais c'est vos enfants et vos petits-enfants que vous ne pourrez pas loger demain, si nous n'acceptons pas un peu de sobriété et donc de densité foncière. Alors je ne vous dis pas que c'est simple partout, on entend dans la ville évidemment quelques contestations sur ce sujet-là. Pour l'instant, ça se passe quand même relativement bien, on a le potentiel pour construire en hauteur. Et nous avons introduit dans notre PLU, je crois qu'on est une des premières villes de France à le faire, ce qu'on appelle le coefficient de biotope, c'est-à-dire qu'à la parcelle, nous décidons, nous engageons les promoteurs, il y a une petite obligation en pourcentage, mais si on peut aller plus haut, on les incite à le faire, et j'en vois quelques-uns dans la pièce qui connaissent bien ce sujet-là, à faire de la végétalisation, soit sous forme de parcs, de jardins au pied des immeubles. Ça peut être de la végétalisation de terrasses, de façades. C'est une charte, c'est un engagement, c'est plus qu'un engagement, c'est une obligation. C'est une obligation. Biotope, oui. Mais est-ce que vous avez une charte avec les promoteurs, comme on voit fleurir dans beaucoup de villes? Alors, on n'a pas aujourd'hui en tant que tel de charte, mais avec mon adjoint à l'urbanisme qui est dans la salle, c'est un dialogue permanent que nous avons avec les promoteurs. Ils savent qu'à la fois nous voulons de la qualité architecturale, il faut que ça marque l'urbanisme de Lorient. On a envie que quand on vienne à Lorient, on soit... On a envie de... On emploie souvent une expression avec mon adjoint à l'urbanisme Michel Touminet, on veut du waouh. C'est-à-dire qu'on a envie que les gens qui arrivent ici se sentent un peu surpris
par rapport à une image peut-être classique du Lorient des années 60 ou 70. Et ça passe à la fois par un travail sur l'esthétisme, sur l'architecture des bâtiments, sur l'originalité quelquefois qu'on veut leur donner, et puis aussi sur l'adjonction de ce végétal dont on a impérativement besoin. Je suis convaincu que c'est vraiment le défi de notre génération de contribuer aussi à la lutte contre le réchauffement climatique. On doit pouvoir faire de l'aménagement urbain, de l'habitat, tout en allant dans ce que souhaite aujourd'hui la société et nos concitoyens. Et pour abonder, dans le sens, permettez-moi, mon cher Olivier, si vous en 2040, l'INSEE prévoit 400 000 habitants en région de Bretagne. Oui, clairement, la Bretagne tire son épingle du jeu dans le marasme économique des politiques publiques du logement aujourd'hui, on ne va pas se priver de le dire. Mais je reviens sur les défis évoqués que précédemment, vous avez depuis quelques années accéléré, et c'est vrai que vous êtes un maire bâtisseur. Il n'y a aucun débat sur cette question, et vous avez à cœur de construire les logements pour vos administrés, ce qui est une très bonne chose. Entre 2005 et 2020, se construisaient en moyenne 170 logements par an à Lorient. En 2020, 327, 690 en 2021, et pas loin de 1000 en 2022. Alors, on a parlé du quartier Baudelio, qui est un modèle du genre, et franchement, c'est une excellente démarche au niveau de la municipalité. Est-ce que vous allez maintenir cette cadence ? C'est l'ambition, c'est l'objectif, parce qu'on ne pourra pas accueillir de nouveaux habitants si on n'a pas de nouveaux logements. Enfin, ça, tu ne l'as pas palissade, mais c'est mieux en le disant. Nous avons besoin d'emplois, nous avons besoin d'activités, nous avons besoin de remplir nos écoles. Nous avons besoin pour les finances communales et le budget d'une dotation globale de fonctionnement qui est la principale ressource de notre budget qui augmente, et ça augmentera avec la population. Donc nous n'avons pas l'ambition d'une grande augmentation de population, mais je l'ai dit, de stabiliser et en tous les cas de donner les logements à ceux qui en manquent. Oui, c'est une ambition que nous portons très clairement. Et ce rythme multiplié par 3, nous l'avons voulu. Alors il faut pour ça évidemment des promoteurs qui suivent, hein. Il faut une construction qui soit à l'avenant, mais je crois que c'est le signal de confiance que nous donnons en permanence, leur disant faites-nous des projets, on ne dira pas oui à tout. Il va y avoir aussi quelquefois... Et vous êtes prêt à accompagner dans ces partenariats publics-privés qui sont nécessaires pour l'équilibre à la fois des finances publiques, mais aussi de la construction des défis urbains. Vous êtes prêt à accompagner, parce que vous savez que le problème aujourd'hui, c'est les friches foncières, hein, qui est un vrai sujet. Et sans l'aide des collectivités locales, c'est tâche impossible pour des promoteurs locaux. Oui, nous sommes prêts à accompagner. Nous avons pour cela une politique foncière à l'agglo qui est très claire à ce niveau-là. Nous avons déposé plusieurs dossiers friches. Et en tous les cas, c'est la volonté, je l'ai dit, le renouvellement de la ville par la ville, sur la ville plutôt, passe par la reconversion de certaines friches ou la rénovation urbaine dans des quartiers. Je pense à l'autre quartier du Bois du Château, qui est aujourd'hui un quartier prioritaire, avec tous les stigmas qu'on connaît sur ce type de quartier, 90% de logements sociaux, beaucoup de problèmes économiques et sociaux, et un projet très ambitieux que nous portons avec l'ANRU, qui va consister à garder le caractère populaire de ce quartier. Demain, on aura encore à peu près 45% de logements sociaux, mais ça veut dire 55% de logements en accession sociale ou accession libre, dans un quartier totalement reconfiguré, et en plus, nous faisons plus de logements. Et ça, je crois que c'est la marque d'une politique urbaine qui veut à la fois donner du logement à sa population, être attractive et répondre en même temps aux défis économiques et sociaux qui sont devant nous. Et à propos justement de ces défis, et si on s'arrête un instant sur l'économie, le social, on peut parler de Lorient solidaire. Une ville, donc vous l'évoquiez, elle doit avoir des projets, elle doit bouger, mais aussi faire preuve de solidarité. Et en cette période d'incertitude économique, de manque de visibilité, il y a aussi ceux qui sont au bord de la route, hein, qui ont des fins de mois difficiles. On dit qu'un Lorientais sur 5 vit en dessous du seuil de pauvreté. Le soir de votre élection, le 28 juin 2020, vous avez dit « il faut agir vite et fort ». Nous allons tenter de relever le défi avec les acteurs économiques du territoire. Près de 3 ans après, où en êtes-vous ? Écoutez, c'est vrai que c'est le constat que nous avons fait avant la campagne, mais c'était un des thèmes centraux de la campagne, c'est ce taux de pauvreté très important qui illustrait le décrochage économique et donc social de la ville de Lorient. Donc la première réponse, elle est d'abord sur un plan économique. Moi, je ne crois pas qu'on s'enrichisse sans occuper un emploi pérenne. Et donc, nous avons mis l'accent au niveau de la ville, mais surtout de l'agglomération dont c'est la compétence, sur l'accueil d'investisseurs, sur l'accueil d'entreprises. Et je dois dire que depuis 3 ans, les résultats sont quand même plutôt à l'avenant, avec un niveau record de création d'entreprises, d'arrivée d'emplois. Alors, il y a aussi un contexte, ne cachons pas, qui est très, très propice au développement économique, une attractivité
de la Bretagne en général, vous l'avez rappelé, et notamment la Bretagne Sud, qui est réelle, Claire. la crise sanitaire qui a renforcé l'attractivité de nos territoires littoraux. Mais si les collectivités locales, nous-mêmes, ne sommes pas en accompagnement, le mouvement ne se fera pas. Donc nous sommes clairement en accompagnement et les premiers résultats arrivent. Par ailleurs, il s'agit effectivement d'accompagner malgré tout une population plus en difficulté pour revenir vers l'emploi. Vous savez, je suis à la tête d'un territoire qui connaît une situation très paradoxale, c'est-à-dire une situation de quasi-plein emploi dans le sens où nous avons beaucoup de besoins d'emploi non satisfaits, notamment dans le maritime. J'ai parlé tout à l'heure de la pêche ou de la construction de la réparation navale, mais je pourrais parler des matériaux composites qui donnent l'industrie de demain. C'est vraiment au travers de notre pôle course au large que nous engageons la reconversion de notre économie vers ces matériaux composites. Nous avons du mal à trouver des compétences. Et par ailleurs, beaucoup trop de nos concitoyens privés d'emploi. C'est la question de la formation, c'est la question de l'aller vers. Il faut que, et c'est ce que nous avons commencé à faire avec la mission locale notamment, mais aussi avec des acteurs comme la CCI, le MEDEF, aller davantage vers les populations privées d'emploi pour leur dire « vous avez des formations disponibles, vous avez des entreprises qui peuvent vous embaucher et faire de la formation ». Bref, il y a a priori tous les ressorts ici présents pour que chacun puisse trouver à construire son projet de vie et son projet d'emploi sur le territoire. Alors moi, je vais vous dire une chose. J'adore les maires parce que je trouve que vous en parlez avec passion. Voilà. Merci. Voilà. C'est là que les élus locaux, parfois pas toujours bien traités, notamment par l'exécutif actuel, même précédent, redonnent voilà, foi dans les territoires. Dernière question avec deux aspects. Avant d'enchaîner sur le reste de nos programmes, vous avez évoqué le problème énergétique. La dent creuse en ce moment-là. La rénovation énergétique, c'est à la fois le chantier du siècle et la préoccupation majeure. C'est aussi le premier facteur de précarité au niveau du logement, parce que c'est le premier poste de décrochage, l'énergie, le paiement de la facture énergétique avant de payer son loyer. Donc on voit bien que quand on commence à dégrader le pouvoir d'achat sur la partie énergétique, le loyer en prend plein la poire tout de suite après, et c'est un vrai sujet. Hausse des prix du mètre carré, les difficultés aussi qui sont bien sûr de se loger, mais ça on va rappeler les changements climatiques. Je vais vous demander dans une première partie de questions comment vous comptez faire face aux enjeux justement de la rénovation énergétique, peut-être avec les dispositifs que vous complétez avec les aides du portail par exemple de France Rénovation, et on verra tout à l'heure d'ailleurs avec les spécialistes de la rénovation d'Elio les enjeux. Et le deuxième point, je voudrais qu'on revienne, vous savez, sur l'intervention du président du conseil départemental du Morbihan, David Lapartien, sur la lettre qu'il avait écrite au chef de l'État suite à l'annonce d'Emmanuel Macron sur les RER métropolitains. Ça vous a pas échappé. Dans son viseur, il y avait un RER entre Redon et Quimperlé qui passerait par Vannes, Auray et Lorient. Si jamais ce projet venait à se réaliser, ça aurait un formidable impact sur Lorient. Mais vous savez, je vais commencer par ce sujet-là qui est très très important. Les questions d'emploi, de logement sont liées aussi aux questions de déplacement, évidemment. Et face à la saturation des déplacements routiers dans le secteur, une des réponses, c'est le cadencement supplémentaire sur la ligne TGV avec ces TER qui deviendraient, alors on l'a dit RER, le langage de la région parle le Bresgo Express. Et donc c'est une question que nous portons avec David Lapartien, très heureux d'être à ses côtés sur cette question-là, et David Robot, le maire de Vannes, parce qu'on voit se dégager en fait une conurbation urbaine entre Quimperlé et au-delà de Vannes, qui justifie que nous densifions l'offre de déplacement du quotidien via donc on va dire pour faire simple, ce RER Bretagne Sud. C'est notre réponse en tous les cas à la question des déplacements et on veut la porter fortement. J'espère que le territoire de l'agglomération de Lorient, troisième agglomération de Bretagne, sera entendu effectivement pour que les crédits soient au rendez-vous de cette ambition. Et c'est pour ça qu'on annoncera sans doute dans quelques semaines, mais je peux vous le dire presque voilà, une information qui est tout à fait inédite, que nous allons travailler aux 5 intercos de la Bretagne Sud, de Quimperlé jusqu'à Vannes, ensemble pour créer une espèce de métropole Bretagne Sud, de façon à peser vis-à-vis de l'État, notamment dans les discussions sur le futur contrat de plan, le volet mobilité du futur contrat de plan, pour que tout ne s'arrête pas entre Rennes et Brest. Il y a aussi des besoins de desserte sur nos territoires de proximité. Et en tous les cas, on compte vraiment sur l'aide de l'État. Mais on va d'abord s'aider nous-mêmes en s'organisant. Hein, c'est ce qu'il faut pour que nous soyons effectivement bien desservis par ce futur réseau régional métropolitain. Vous avez 1000 fois raison. Et nous, les médias, on vous soutiendra dans cette énergie. Parce que vous avez raison quand vous dites, c'est pas anodin, quand vous dites que vous regroupez les 5
communes pour justement peser au niveau de la métropole sud, pour ne pas que des territoires traditionnellement soient servis au détriment d'autres. C'est ce que vous dites. Vous savez, à 5, on va représenter plus que Rennes et Brest. Voilà. Je le dis aux décideurs régionaux. Et ça, ce sera effectif à partir de quand, selon vous? Alors, on espère que ce cadencement amélioré Donc, vous créez le véhicule, sera qui 2025-2026. Le véhicule est pour l'instant une association, c'est-à-dire que ce sont les exécutifs. D'accord. On ne va pas créer, on ne cherche pas à créer de nouvelles charges de fonctionnement. Oui, c'est pas un nouvel EPCI, non. c'est pas... Oui, d'accord. Par contre, s'organiser entre nous, être très clair sur nos objectifs et dire vis-à-vis du préfet de région qui aura la feuille de route et du président de région qui discutera, nous sommes là Fabrice et nous Loire, voulons absolument être bénéficiaires des crédits nécessaires. Et vous, Fabrice Loire, vous avez, même politiquement, si vous avez des divergences, vous êtes unis sur cette question. Complètement. Il y a un président de PCI plutôt socialiste, je suis au centre droit, il y en a d'autres. Non, il n'y a pas de question politique là-dessus. Je crois que c'est la question du service que nous voulons rendre à nos concitoyens. Je n'ai pas répondu sur la question... Alors, avant d'enchaîner, effectivement, la réponse sur la rénovation énergétique, sujet auquel vous êtes très attentif, monsieur le maire. Oui, alors nous avons d'abord été l'un des premiers territoires à engager un plan de résilience économique. Tout à fait. Énergie, c'était donc dès septembre 2022, commande passée au service en avril, donc quasiment au lendemain du déclenchement de la guerre. On avait senti qu'il y avait une question de toute façon qui se jouait autour de l'énergie. Et nous avons par exemple été une des premières villes également à baisser l'éclairage public, voire à le supprimer à certaines heures de la nuit. Je ne vous dis pas que ça a été facile. Et avec quel résultat maintenant? Avec un résultat qui permet de baisser les consommations sur l'éclairage public de plus de 35%. Quand même, oui. Ah oui. Alors en consommation, Ouais. ce qui ne veut pas dire que nous bénéficions d'une baisse malheureusement du budget, puisque entre-temps, on a pris une multiplication par 2 ou par 3 du coût de l'électricité. Donc, on va dire qu'on a limité la casse. Mais à moyen terme, évidemment, c'est une politique qui va nous rapporter à la fois en consommation et en énergie. Mais ce plan de résilience, il dit à la fois, il y a des économies à faire dans les bâtiments publics, tout ce que nous pouvons faire pour limiter les consommations d'énergie, nous l'engageons. Il a suscité l'adhésion? Oui, je dois dire de manière responsable, complètement. C'est jamais de gaieté de cœur qu'on change d'habitude, mais chacun a été touché, y compris dans son foyer, dans son appartement, dans sa maison, et n'aurait pas compris d'ailleurs que la collectivité ne montre pas l'exemple. Je pense qu'à la limite, il faut inverser le facteur et dire c'était à nous de montrer l'exemple. Vous faites partie de ces élus en disant voilà, on va montrer l'exemple avant de s'attaquer aux bâtis privés et en incitant les petits bailleurs à faire les travaux de rénovation. On est d'accord? Complètement. Et nous sommes inscrits sur une ambition qui fait partie de notre projet municipal, c'est l'autonomie énergétique du territoire d'ici 2050. Alors ça paraît tout à fait ambitieux dans une région Bretagne qui aujourd'hui produit à peine 17% de l'électricité qu'elle consomme. Mais nous nous engageons résolument là-dessus et nous le faisons parce que l'ancienne équipe municipale d'ailleurs avait de manière positive engagé déjà une politique sur ce sujet en multipliant les réseaux de chaleur sous la ville que nous continuons et nous renforçons, réseaux de chaleur bois notamment, mais nous nous inscrivons complètement dans l'ambition engagée pour le coup par l'État de déploiement, vous savez, d'un champ éolien offshore au large de nos côtes, qui doit nous donner une autonomie de consommation électrique pour à peu près 900 000 habitants d'ici une quinzaine d'années. Ça veut dire que notre territoire devrait être couvert assez totalement par la production d'électricité et demain d'hydrogène, parce que on s'inscrit aussi, et ça fait partie vraiment des modalités de reconversion économique de notre territoire que nous portons, c'est nous croyons à l'avenir de l'hydrogène et il y a un écosystème aujourd'hui économique qui se monte autour de la question de l'hydrogène. Nous avons choisi d'être sur quelques niches particulières, par exemple la question des réservoirs de stockage pour les véhicules de demain. Ce sont des PME du secteur du territoire qui s'engagent sur cette filière très importante pour l'avenir. Merci beaucoup, monsieur le maire. Je vous propose que nous continuions sur cette trajectoire, justement, puisque nous allons aborder dans notre programme, les amis, la prochaine séquence qui s'appelle Bien mieux. Nous accueillerons dans quelques instants Pierre-Marie Perrin, le directeur des affaires publiques de Elio, pour nous parler justement de rénovation énergétique. Vous restez avec nous, monsieur le maire. Merci en tout cas de nous accueillir. On se retrouve tout de suite après ça. Les clés de la ville, bien mieux, avec Elio. Bonjour Pierre-Marie Perrin. Pierre-Marie Perrin, première question, comme d'habitude, c'est presque un marronnier. On dit voilà, est-ce que Lorient est une bonne élève dans la classe de la rénovation énergétique? Alors, comme la majeure partie des villes en France, Sylvain, Lorient a à peu près 39% de passoires énergétiques, mais c'est pas plus, pas moins qu'une autre ville en France. Aujourd'hui, il y a un travail
assez impressionnant à faire en termes de rénovation. Donc vous faites ni partie des bons élèves, ni des mauvais élèves. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Il y a du travail, du pain sur la planche. Et voilà. Alors, on va y revenir justement sur Lorient parce que vous avez étudié très précisément cette évolution et justement les logements. Une fois n'est pas coutume, on va dire, on démarre justement par vous, Pierre-Marie Perrin, avec cette séquence sur la rénovation énergétique, ce qui est un enjeu majeur qui nécessite de la transparence, de la confiance et de bons conseils. Ça, c'est la promesse de Elio. Donc, vous êtes spécialiste de la rénovation énergétique. Vous nous accompagnez en fait comme ça dans toutes les villes de France où vous prenez un petit peu le pouls des logements, de ceux d'aujourd'hui et ceux de demain. Tout d'abord, au niveau national, il y a eu pas mal de choses depuis le 1er avril. Qu'est-ce qui change au niveau réglementaire ? Alors, depuis le 1er avril 2023, il y a eu l'apparition de l'audit énergétique réglementaire. Donc aujourd'hui, on est dans l'incapacité de vendre une passoire thermique, donc F ou G, si on n'a pas réalisé justement cet audit énergétique qui est une étude plus poussée que le DPE et qui permet justement d'avoir une photographie complète du logement. Ça ne concerne que les maisons individuelles. Ça ne concerne et les bâtiments. Obligation légale. Hein. Obligation légale. Alors sans ça, on ne peut pas vendre. Sans ça, on ne peut pas vendre. Et donc du coup, il y a une obligation et les propriétaires se disent comment est-ce que je vais faire. Et donc il y a un peu un stress aujourd'hui de se dire... Ça doit être... Parce qu'en plus, tout le monde ne le sait pas forcément. Parmi les particuliers qui veulent vendre, est-ce qu'il y a des particuliers, par exemple, qui peuvent se rendre compte le jour où ils veulent vendre et dire « Ah, tiens, il y a un truc qui est obligatoire et je ne le savais pas. » Exactement, mais normalement ils sont bien conseillés, soit par leur notaire, et on en reparlera tout à l'heure. Ou leur agent immobilier. Ou des gens qui les accompagnent dans la rénovation énergétique comme Elio ou d'autres. Donc normalement ils ont l'information et puis il y a quand même eu une grande campagne du gouvernement sur ces questions-là. Donc normalement... les citoyens savent qu'il faut faire cet audit énergétique réglementaire. Donc, audit énergétique différent du DPE, le diagnostic de performance énergétique. L'audit énergétique, c'est un peu le carnet de santé du logement. En fait, l'idée aussi, c'est d'avoir à la trace, tout au long des années, de savoir si des fenêtres ont été changées, l'isolation a été modifiée. C'est vraiment mettre en place ce carnet de santé du logement. Exactement, c'est une traçabilité du logement. Comme ça, chaque propriétaire ou chaque personne qui va racheter le logement pourra avoir, comme je le disais tout à l'heure, une photographie exacte du logement. Et ça va de pair avec le nouveau carnet d'information du logement qui est mis en place et qui va être obligatoire pour l'ensemble des transmissions et des mutations de biens. Et puis, il y a aussi eu des objectifs très clairs de la part du Parlement européen qui a voté une directive qui s'appelle la directive EPBD, qui a été votée le 14 mars dernier et qui fixe des objectifs extrêmement élevés, notamment la neutralité carbone en 2050. Et puis, à partir de 2028, tous les bâtiments devront être à zéro émission. Donc aujourd'hui, c'est un objectif qui est très important, très difficile, et il va falloir engager l'ensemble de la filière de la rénovation énergétique, des artisans aux accompagnateurs, aux collectivités territoriales, pour aller dans ce même chemin et pour pouvoir réussir le défi du siècle dont vous parliez, qui est très compliqué parce qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément la main-d'œuvre nécessaire. Donc il y a un besoin de formation assez important et les collectivités territoriales sont aussi là pour accompagner dans le développement économique et dans le développement et la formation des jeunes notamment. Alors maintenant, on va voir justement, on s'arrête à Lorient. Quel est l'état des logements ? Déjà, Lorient, une autre photographie, c'est à peu près 36 000 logements, avec une particularité, c'est qu'il y a à peu près autant de propriétaires occupants que de locataires dans les logements. Donc ça, c'est à peu près équilibré. 50-50, c'est ça, à peu près? Oui, 55-45. Oui, si vous voulez commenter. Peut-être un peu plus de locataires dans un parc social important. Exactement. Je pense que c'est plutôt ça la caractéristique de la ville. Et puis, comme vous le disiez également, il y a 73,5% d'appartements. Et donc, si vous surélevez encore plus, à mon avis, ça va encore augmenter. Il y aura peut-être un petit peu moins de maisons individuelles. La proportion sera peut-être moins importante. Mais voilà à peu près l'état du parc de logements à Lorient. Et comme je le disais tout à l'heure, les étiquettes E, F et G, c'est à peu près 39%. D'accord. Un cas concret d'une rénovation globale à Lorient. Alors, on a fait 2 cas et 2 études distinctes. Une sur une copropriété. Donc, pour une copropriété de 1963, un bâtiment de 73 logements, pour une surface habitable d'à peu près 5000 m², avec un système de chauffage au gaz collectif. Avant travaux, on est en étiquette F, et le but, c'est de réaliser et d'atteindre l'étiquette C, donc pour un gain énergétique d'à peu près 60%.
pour un montant des travaux d'1 360 000 €, avec l'ensemble des aides, que ce soit les aides d'État, MaPrimeRénov', CoPro, mais également les C2E, les certificats d'économie d'énergie, on arrive à aller chercher à peu près 560 000 € de subventions privées et publiques, pour un reste à charge d'à peu près 800 000 €. Donc, ce qui est quand même assez important. Il y a des aides. À peu près 40% de. À peu près 40% d'aides. Et après, vous avez des systèmes qui sont mis en place, notamment l'éco-PTZ, qui permet de faire baisser les restes à charge. On sait que c'est compliqué dans les copropriétés d'engager des efforts et l'envie de s'engager dans les travaux. Mais à Lorient, je sais que vous avez, notamment en lien avec votre agence locale d'énergie, engagé un travail très volontariste sur les copropriétés, où vous accompagnez, il me semble, à peu près plus de 150 copropriétés. L'opération copropriété cœur de ville. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire par rapport à l'exemple, si c'est un exemple générique ou si vous preniez un exemple concret. Parce qu'effectivement, la ville et le territoire, à travers de notre agence locale d'énergie, ALON, fait des diagnostics d'abord auprès des particuliers et des entreprises. Et des entreprises, d'accord. Particuliers et entreprises. Tout le monde joue le jeu, ça fonctionne bien, ça marche, ou il y a encore En tous les cas, il y a une très forte demande. Je peux vous dire qu'on est plutôt à embaucher aujourd'hui des agents pour faire face à la demande plutôt que l'inverse. Et c'est vrai que nous avons mis en place des aides à la fois aux études et aux travaux pour la rénovation énergétique des copropriétés. Donc c'est à la fois études et travaux, en avance quand on le peut au travers d'un mécanisme qui s'appelle Procivis, qui nous permet de faire des avances aussi de travaux. Ça commence à bien fonctionner. Il y a un démarchage systématique des copropriétés qui se fait sur la ville de Lorient. Et pour certaines d'entre elles, qui vont bénéficier d'ailleurs dans le cadre des opérations de rénovation urbaine NPNRU, il y aura même des taux d'intervention très intéressants qui viendront encore compléter ce dont vous parlez. Et ça, c'est très important justement d'avoir une collaboration entre les acteurs privés sur le territoire et les acteurs publics et les collectivités territoriales qui, premièrement, connaissent extrêmement bien leur territoire, donc sont capables d'adapter des aides locales en fonction de la typologie de leur parc de logement et des conditions sociales, notamment de leurs habitants, mais également de pouvoir être un interlocuteur de confiance pour bien conseiller les interlocuteurs, les citoyens. Et donc, il y a vraiment un travail partenarial qui doit s'opérer entre les acteurs privés et publics. Faut-il mettre en place un guichet unique, notamment, pour s'y retrouver et voir clair? Vous avez un espace info-habitat. Est-ce qu'il ne faudrait pas l'élargir aussi? On y est presque. Vous savez, on a effectivement un espace info-habitat. Notre agence locale de l'énergie est dans les locaux. Ça, c'est un bâtiment proche de l'agglo. Moi, j'invite les habitants du territoire, de la ville, à se rapprocher de l'espace info-habitat à l'ON, au Péristyle, juste à côté de la maison de l'agglomération. C'est très facile. C'est le guichet unique aujourd'hui, mais les services de la ville sont susceptibles de pouvoir donner l'information. Ce qui est très important, c'est la notion de contrat de confiance. Oui. Parce qu'on sait que dans les copropriétés, il y a souvent une réticence d'abord à faire l'avance des fonds. C'est pour ça que nous apportons une solution. Et puis même quand on a la solution, vous savez aussi, un certain nombre de copropriétaires occupants, peut-être et même souvent modestes, qui n'ont pas forcément les moyens de le faire, pas forcément confiance. Donc la présence quand même de la collectivité ou d'acteurs publics rassure en général, et c'est un élément important aussi pour accélérer les opérations de rénovation énergétique. D'autres observations? Et on a un autre exemple, là pour le coup sur une maison individuelle, donc une maison pas très grande, de 62 mètres carrés, où vit un couple avec un revenu moyen de 50 000 € par an, et qui a un système de chauffage au gaz. Donc avant travaux, on est en étiquette G, et on va passer en étiquette B pour un gain énergétique d'à peu près 75%, donc ce qui est assez important. Et on va faire plusieurs types de travaux. Premièrement, l'isolation des combles perdus. Deuxièmement, l'isolation des murs par l'extérieur, donc ITE. Et puis, remplacement d'une chaudière gaz par une pompe à chaleur. Des travaux aux alentours de 30 000 €. Avec les C2E, MaPrimeRénov', on arrive à obtenir quasiment 19 000 € d'aide pour un reste à charge de 11 000 €. Ah oui. Donc ce qui est colossal, c'est quasiment les 2/3 du budget qui sont pris en charge par les aides. Une question, c'est largement compensé par la valeur verte, entre guillemets, du bien, non? Ah, exactement. Oui, oui. Je veux dire, finalement, ce qui apparaît comme étant une contrainte à l'échelle individuelle, le fait de faire les travaux, on voit tout de suite en valeur que ça... Une fois qu'on a fait les travaux, le bien prend tout de suite de la valeur. Et du coup, avec les interdictions qui arrivent, les gens se disent il faut aussi que je fasse mes travaux pour pouvoir valoriser mon bien. 10-15%, voire plus? Oui, exactement. Mais je pense que la Chambre des notaires pourra en parler mieux que moi. Mais effectivement, il y a un gain pécunier très important. Oui. Il faut le faire, c'est très important. Merci beaucoup, Pierre-Marie Perrin. Applaudissements pour Pierre-Marie Perrin.
pour la rénovation énergétique. On va passer à la deuxième séquence et nous allons avoir le plaisir d'accueillir pour la séquence La vie ensemble Stéphane Lavriou, pour directeur général régional pour Nexity. C'est tout de suite dans quelques instants. Les clés de la ville, la vie ensemble avec Nexity. Nous avons le plaisir d'accueillir pour la vie ensemble, j'aime beaucoup ce mot, la vie ensemble, parce que l'habitat, c'est aussi le premier marqueur social, et c'est pas anodin dans une ville. L'identité sociale est très attachée au logement, c'est de là que se construit le projet de vie, et je pense que là, du coup, on a un acteur déterminant, qui est un acteur global de l'immobilier, directeur général régional, Stéphane Lavriou est avec nous pour Nexity. Bonjour Stéphane. Bonjour Sylvain. Comment ça va? Monsieur le maire. Bonjour. Bonjour. Alors moi j'ai envie de poser une question, bien sûr tout le monde connaît Nexity. Nexity dans le territoire, on contextualise un petit peu, présence de Nexity. Alors on est effectivement sur l'agglo de Lorient depuis plus de 20 ans. On doit avoir livré à peu près, je dirais, les 10 dernières années, à peu près 400 logements. Donc autant dans la ville de Lorient et dans l'agglomération, que ce soit, je dirais, Guidel, Hennebont, enfin voilà, pour les gens qui connaissent le secteur de Lorient. On aime effectivement ces territoires, ça doit représenter 10% de notre production sur la Bretagne. Ah oui, quand même. Oui, quand même, Ah oui. donc c'est aussi important. C'est des territoires qui sont au départ pas faciles à investir, puisqu'au fond le marché est pas le marché qu'on trouve dans les grandes agglomérations, mais on rencontre souvent des élus qui sont assez pragmatiques sur les sujets, et on arrive toujours à trouver un point d'équilibre qui puisse satisfaire effectivement les données, je dirais, des territoires, et et l'aspect commercial aussi qui est nécessaire. Voilà. C'est vrai que ces dernières années, sur l'Orient, on a eu l'occasion de réaliser des opérations, notamment du côté de Chéniaux, avec une mixité qui est importante, je dirais, pour faire vivre, je dirais, ces bâtiments. Voilà, et les prochaines opérations qui sont plutôt dans l'agglo et notamment à Guidel. Stéphane, vous connaissez bien le métier, vous avez une très longue expérience en la matière, et nous qui rencontrions les maires régulièrement, on a la chance d'avoir un maire bâtisseur. On peut dire de Fabrice Levert qui était un maire bâtisseur, mais un maire qui bâtisseur dans le sens où vous pensez à vos administrés, parce que vous considérez le logement comme un facteur d'intégration. Est-ce que ça facilite les relations publiques-privées avec les collectivités locales, Stéphane? Tout à fait. C'est vrai qu'on a toujours plus envie d'aller travailler sur des villes où les maires sont bâtisseurs, où au fond, ils sont plutôt de façon proactive pour pouvoir, je dirais, trouver des solutions, que d'avoir effectivement le maire qui nous dit un logement, un bâtiment, un problème, quoi. Effectivement, c'est pas simple. Oui, ça arrive. Je vais pas citer de nom, mais effectivement, et on a toujours plaisir à aller travailler dans les villes où on est accueilli en étant une solution et pas un problème. Ça arrive, hein, faut pas non plus. Et c'est vrai que pour ça, il est important qu'on communique, qu'on échange ensemble, qu'on trouve des solutions, voilà, des équations qui soient acceptables par les deux parties. Alors, moi j'ai envie de poser une question. Donc, vous arrivez à trouver donc des relais de croissance sur la construction. Qu'en est-il de la demande aujourd'hui? La demande sur la région. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit bien, monsieur le maire nous l'a rappelé, que vous avez, avec la politique de la mairie, réussi à endiguer la perte de démographie qui était continue depuis plusieurs années. Ça s'est stabilisé, et force est de constater que certaines régions, alors je peux prendre la région de Rennes comme étant un peu totémique, finalement, la ville un peu témoin, est-ce que vous bénéficiez finalement de cet avantage, justement, sur ces territoires qui sont, je ne vais pas dire des territoires de report, mais peut-être pas loin? Non, je ne crois pas que c'est des territoires de report, c'est des territoires où on a envie d'y aller, déjà. Où on a envie de vivre. Voilà, on a envie de vivre. On pourrait, pour être pragmatique, on pourrait, sur le plan économique, dire, voilà, j'ai pas les moyens d'être dans 30 grandes métropoles ou trop grandes métropoles, et je vais me rabattre un peu. Non, finalement, vous dites que ces territoires ont une vraie valeur ajoutée en tant que tels. Oui, bien sûr. Je pense qu'effectivement, peut-être plus depuis l'événement c'est la période du Covid, où au fond, les gens
La métropolisation dans des grandes villes, ça les a quelque part questionnés. Donc c'est des endroits où on a envie de vivre. Le marché, effectivement, est quand même en demande. On sait qu'on est dans une période compliquée, je dirais justement sur la difficulté du financement du logement, de trouver effectivement l'équation entre le prix de vente et la capacité, au fond, de nos clients. Mais c'est un marché qui est en demande, et aujourd'hui, au niveau la demande locative, je crois que tout le monde est en train de pleurer un logement, quoi. Mais alors, on a l'impression que c'était un peu à part, parce que quand on entendait encore la semaine dernière le président de la Fédération française du bâtiment qui parlait vraiment de crise du logement, non seulement sur l'offre qui chute, des permis de construire au ralenti, des mises en chantier qui sont en baisse de l'offre, et puis une baisse de la demande avec des taux d'intérêt qui augmentent, des prix de l'immobilier qui sont toujours élevés, une difficulté aussi pour les primo-accédants d'accéder à un crédit. Comment on sort de tout ça, et est-ce que chez vous, à Lorient, c'est différent ? Non, moi, je peux répondre, je crois que c'est pas différent. Et il y a deux sujets différents pour le coup. C'est-à-dire qu'il y a une attractivité réelle de la ville ou des territoires. On a envie de venir vivre à Lorient et sur qui le se territoire développe, de l'agglomération. pour le rappeler, qui se se développe développe de plus en plus. Pour autant, les freins que vous avez cités sont réels, ils sont là. Les difficultés d'accès aux prêts, l'augmentation des prix du foncier. On a un marché de l'ancien qui a pris 15% encore en un an, sur les appartements. C'est une réalité de 2022 dont il faut tenir compte. Pour autant, et puis je veux parler aussi de l'augmentation des coûts de construction, bien sûr. On parle aujourd'hui de construction de logements sociaux sur le quartier du Bois du Château. On voit des coûts qui explosent. Et du coup, la facture du reste à charge pour Lorient Agglomération, le PCI, qui augmente singulièrement, là où hier, nous mettions 20 000 euros en moyenne d'aide de subvention pour faire un logement social, il en faut 50 000. Oui. C'est plus la même chanson. Et évidemment qu'on est face à cela. Pour autant, l'attractivité, elle est là, et il nous faut apporter les circuits de financement, d'aide, qui nous permettront de conserver cette attractivité. On est quand même sur un territoire où vous pouvez habiter de l'autre côté de la rade et venir au travail en bateau. C'est pas donné à tout le monde. Non, mais je le dis, c'est un peu là aussi vrai. La séquence promotion, il faut le faire. Vous pouvez habiter Lorient et être à 5 minutes de votre activité. Si on aime la pêche. Vous savez, on veut vraiment promouvoir la ville de proximité, la ville des 5 minutes. Les 5 minutes de ses commerces, de ses services, peut-être de son travail. C'est pas toujours garanti, mais peut-être de son travail. Donc c'est ça aussi la qualité de vie. C'est ce qui va de plus en plus faire le choix des habitants de Bretagne et de l'extérieur de la Bretagne. Est-ce que vous pensez justement que dans les choix urbains, dans cette nouvelle urbanité qui se développe, d'ailleurs le thème urbanité avait été développé dans l'idée par Alain Dinin, qui avait beaucoup axé sa pensée du logement assez globale. Est-ce que demain, finalement, Lorient deviendra un peu comme la ville totem en termes de taille humaine, par la nécessité, vous l'avez dit tout à l'heure, par la compression de votre territoire qui fait que vous allez vous surélever, et tout en même temps maintenant une qualité de vie, une douceur de vivre, par justement la mixité d'usage, la mixité fonctionnelle, exactement ce que vous dites, parce qu'il y a aussi un point qui est remarquable chez vous, c'est que vous venez toujours à faire du verdissement, à avoir des poumons urbains auxquels vous tenez. Bon, totem, je ne sais pas. Mais en tous les cas, on fait partie de ces villes moyennes qui aujourd'hui ont une attractivité renouvelée parce que nous savons à la fois être attractifs économiquement. Nous devons continuer à pouvoir loger nos habitants, ce qui est un défi. Et moi, je dis à mes équipes, à la ville comme à l'agglomération, la priorité pour nous, c'est de loger nos habitants. Et il faut des outils pour ça. On va parler peut-être tout à l'heure du bail réel solidaire, qui est une façon aussi de développer l'accession sociale à la propriété, tout en essayant de ne pas rentrer dans une forme de spéculation foncière. Et je sais que les acteurs de la promotion immobilière, ils sont prêts. En tous les cas, c'est ce qu'on veut développer comme produit aussi sur un territoire comme le nôtre. Donc nous avons effectivement tous les atouts pour être attractifs parce que nous savons garder cette proximité qui fait aussi la force de villes comme les nôtres. Pas tirer sur les grandes concurrentes, les métropoles, mais peut-être aussi on a un temps des métropoles qui commence à passer un peu, et que c'est un peu la revanche des villes moyennes, et bien tant mieux. Oui, parce qu'ici on a une qualité de vie qui est indéniable, mais il faut la garder. Et tout le travail de nos équipes, c'est de garder cette qualité de vie, qu'on appelle nous, à la lorientaise. C'est un vrai défi, parce que c'est pas si simple que ça. Stéphane, vous avez un programme très intéressant c'est Guidel, hein, c'est Guidel. Enfin, je voulais juste ajouter que j'ai trouvé ça très intéressant, ce que vient de dire Monsieur le maire, c'est qu'au fond, j'aurais pu dire la même chose, les problèmes de financement, les problèmes de coûts de construction. Et c'est important parce qu'au fond, on se rend compte qu'on a les mêmes problématiques,
et qu'au fond, avoir les mêmes problématiques que les élus nous permet à chaque fois, nous, je dirais peut-être la Bretagne un peu particulièrement, de trouver des solutions et de chercher des solutions ensemble, parce que on est là, on est quand même la seule région à avoir obtenu à faire de la Pinel en B2. Breton, oui. Pas assez breton. Oui. Bon, pas assez dans le secteur de l'Orient, puisque voilà. Qu'on appelle le Pinel breton. Le Pinel breton, et ça a été débattu entre la FPI, entre les élus, les maires, voilà. Donc il y a un côté pragmatique où on a besoin de construire, et il faut chercher tous ensemble des solutions, et ça c'est effectivement là. Pour revenir sur le sujet de Guidel, effectivement, ça fait quelques années où on est sur Guidel. Très beau programme. 2 programmes, effectivement, dans le centre, où on a un aménagement du centre-bourg aménagé, et puis un autre programme côté plage, puisque Guidel est en 2 zones, où effectivement, là, c'est 158 logements, je crois, des bâtiments, ce qu'on dit nous, e-wood, qui sont construits en bois, donc RE 2028, labellisé BBCA, important effectivement chez nous, chez Nexity, où au fond on est dans une trajectoire où on veut obtenir effectivement d'ici cette année, d'obtenir, je dirais, la labellisation 2025. Voilà, donc ça fait partie des enjeux. Est-ce qu'on se loge facilement sur la région et sur le territoire lorientais? Je vous laisse répondre. Non, on se loge de moins en moins facilement. Ouais, c'est ça. On se loge de moins en moins facilement. Donc, et c'est pour ça que il y a une rétention, on est d'accord. Bien sûr, et c'est pour ça que l'effort de construction est important. Et c'est en cela que j'entends qu'il peut y avoir des réticences sur le fait, par exemple, de monter d'1 ou 2 étages dans les programmes de construction. Mais c'est aussi la réponse, la seule réponse structurelle, en vérité, avec la rénovation aussi des logements anciens, éventuellement, pour pouvoir loger une population qui est en attente. On a 7500 demandes, par exemple, de logements sociaux en attente sur le territoire de l'agglomération. 7500. Donc sur une population de 210 000 quand même, hein, donc on va relativiser, mais c'est très important et c'est en augmentation. Donc, meublés touristiques, des problèmes, non? Sur les meublés touristiques? Alors, moins que sur d'autres territoires. Vous êtes moins impacté mais que nous Vannes, avons anticipé la difficulté parce qu'il y a un phénomène de location quand même de touristique de courte durée. Vous avez verrouillé un petit peu. Voilà, on a décidé de passer à l'enregistrement du changement d'usage. Donc, quand on passe de la location classique à la location courte durée, qui quand même prive du coup le marché de la location de biens. Et c'était pas un signe pour dire il y a eu un petit peu d'abus? C'est un signal. On commençait à voir fleurir ce type de location, qui peut avoir ses vertus aussi. Hein. On est sur un territoire où nous accueillons des employés, des cadres, qui, par exemple, à Naval Group, viennent sur des périodes très courtes, 6 semaines, 8 semaines. Il faut les loger. L'hôtellerie n'y suffit pas toujours. Bien sûr. Donc il y a du bon Airbnb pour dire les choses. Mais il faut contrarier, je l'ai cité, tant pis, j'ai cité, mais il faut contrarier, par contre, le choix d'investisseurs d'aller vers ce type de bien. Moi, ce que je souhaite, c'est que nous conservions une capacité de location pour, encore une fois, notre population d'ici. C'est très important. Et c'est pour ça que nous avons commencé à mettre en place les outils. Je ne veux pas me retrouver dans la situation de Saint-Malo, qui malheureusement constate, mais des baux au détriment des élus, il faut le dire, les baux comme le bail mobilité, par exemple, vous trouvez que c'est un bon compromis, un bail sur 10-12 mois, pour des périodes effectivement ou pour des usages professionnels, mais justement quand on voit, mais ça reste un bail classique, enfin pas classique, non, mais on est d'accord. Voilà. Mais quand on voit par exemple que vos collègues, je prends Vannes, Auray, des villes qui sont hyper bankable sur la marque dont vous avez développer le nom, vous dites finalement on s'en tire pas si mal quelque part, parce que ça a vidé quand même, pour être très clair, la location saisonnière a vidé les centres-villes, et on a des étudiants qui sont aujourd'hui au bord de la rupture et des personnes qui n'arrivent plus à se loger, parce que on est d'accord, ça coûte beaucoup trop cher. Est-ce que voilà, quelle est votre analyse sur cette question finalement? Est-ce que finalement Lorient n'est pas finalement carrefour entre les contraintes qu'a le maire de Vannes ou le maire de Auray, par exemple, avec vous, maire de Lorient? Très clairement, on a la chance d'avoir observé ce phénomène se développer avant, sur les territoires voisins. Et encore une fois, je le dis, notre priorité est aussi de loger notre population à l'année. Et donc, nous avons mis en place ces outils pour pouvoir faire du préventif avant que la situation ne se dégrade. Et c'est en train de porter ses fruits, parce que je vois déjà des investisseurs changer de point de vue, de ce point de vue-là, de revenir vers la location classique plutôt que sur des programmes d'investissement qui privilégiaient peut-être d'autres formules moins propices au logement classique. C'est très clair. Dernière question, Stéphane Labriou. Combien ça coûte? Ça coûte... Pas cher.
pas cher. Le 9 à Lorient. Le 9, voilà. à peu Le près. 9 à Lorient, je On a vous une dirais, idée. alors. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlera avec Sandra Blo, qui est un groupe familial très important sur le territoire. Justement, on apportera ces prix. Alors, justement, de votre point de vue, Stéphane Lavriou, je sais pas, prix au mètre carré, moyen, enfin, si on peut faire des moyennes. Le prix moyen du mètre carré avec parking, c'est aux alentours de 4 500 €. Quoi. Ah oui, Voilà. oui, c'est. Donc c'est plutôt. Avant tout investisseur. Alors en neuf Ouais. et Oui, en en neuf. 2022. Oui. Oui, en neuf, je Là, parle, on est bien sûr. en augmentation, en croissance. Si on est Oui, sur une moyenne, on va Augmentation être de sur une combien moyenne de- plus basse. Sur un an ou sur... Sur un an, je vais vous dire, soyons, ça doit être aux alentours de 8% sur un an. 8%. Ouais. Donc, c'est un territoire qui crée de la valeur, Oui, bien sûr, qui crée qui de est la en valeur. création de valeur. Après, il y a encore, malgré tout, même s'il y a une volonté de construire, je dirais, il y a toujours eu, malgré tout, une sous-offre quand même, malgré tout. On n'est pas dans une offre. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait y a un solliciter rattrapage. la demande, mais il y a toujours un rattrapage à effectivement à obtenir. Voilà, je dirais effectivement 4 500 €, c'est effectivement la valeur du neuf, ce qui est assez raisonnable pour avoir, je dirais, un appartement à 500 mètres de la plage, quoi. Ah oui, c'est pas mal. Ça, surtout pour. On est un petit peu plus loin, mais j'accepte l'idée qu'on soit proche de la rade, du maritime, et Voilà. vue sur mer, ça se paye. Vous allez prendre un bateau pour aller au travail. C'est ça. Voilà, la bonne adresse, effectivement, si on veut s'installer sur le territoire également avec un acteur qui est un acteur avant tout global de l'immobilier, j'insiste, avec le groupe Nexity pour la vie ensemble. Un grand merci. Nous allons accueillir dans quelques instants Sandra Blo qui va nous rejoindre sur le plateau. C'est tout de suite après ça. Les clés de la ville, parlons territoire, avec Arkea Banque, entreprise et institutionnelle. Merci d'être avec nous, toujours dans notre bonne vieille ville de Lorient, où nous avons déposé nos valises avec mon ami Olivier Marin, rédacteur en chef du Figaro Immobilier. On est ravis d'être avec vous, bien évidemment, ici, avec Fabrice Loher, le maire de Lorient, qui nous accueille dans les salons d'honneur de l'Hôtel de Ville. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Sandra Blo. Bonjour Sandra. Bonjour Sylvain. Merci Bonjour, d'être monsieur avec nous. Vous êtes la dirigeante de Pierre Promotion, c'est un groupe familial, on peut le dire, avec une empreinte territoriale très forte. Vous avez une activité globale aussi de l'immobilier, parce que vous avez aussi une branche de votre groupe qui est spécialisée dans les services immobiliers de proximité, services immobiliers. Mais là, on va prendre la casquette, si vous voulez bien, peut-être du promoteur que vous êtes. Alors, on s'est beaucoup Très parlé bien. au téléphone et on s'est dit finalement, je vous ai posé la même question, mais c'est un peu là, alors, on va pas dire que c'est la question piège, mais souvent, les rapports avec les élus locaux sont compliqués, ne sont pas évidents, avec les enjeux politiques et la temporalité d'un mandat qui parfois n'est pas celle de la construction. Et c'est pas évident. Et on peut comprendre d'ailleurs les élus qui ont ce stress entre les potentielles élections et aussi les mandats de construction d'une ville qui s'étalent nettement sur une durée plus longue. Sandra, question, à l'instar de ce que j'ai posé aussi comme question à Stéphane Lavriou, est-ce que ici on a une mairie, une collectivité locale qui bâtit? Oui, je dis oui. Vous m'avez demandé, quand on a échangé pour préparer l'émission rapidement, de pas de langue de bois. Donc je vous ai dit, pas de langue de bois. On se dit les choses. On se dit les choses. Et déjà, je vous remercie pour l'invitation à Lorient. Et à Lorient, on peut construire. Je le dis en étant très à l'aise, et parce que c'est pas le cas de toutes les villes sur lesquelles on tente de travailler, on a travaillé. Beaucoup d'élus, je vais revenir sur Lorient, mais beaucoup d'élus dernièrement ont été élus pour ne pas faire. On peut dire tout va bien, mais c'est pas vrai. Et pour autant, à Lorient, c'est dynamique. On a eu le plaisir de remporter un concours sur l'ancien hôpital Baudelio, où nous construisons 80 logements collectifs avec l'architecte MFR, associé à une petite agence de Rennes Line-Up, et également une dizaine de maisons. Donc voilà, et ça a été, c'est limpide, les rapports sont de proximité. C'est jamais simple parce qu'une équation, ça se résout à plusieurs. Et on est l'orienté depuis très longtemps. Alors justement, vous avez j'aimerais vous, si vous voulez bien, qu'on vous connaisse un peu mieux au niveau. Alors vous êtes très connu dans la région, il n'y a pas de débat, mais qu'on vous connaisse un peu mieux de l'extérieur, justement, le groupe que vous représentez. C'est le groupe qui a été fondé par votre papa, je crois. Oui, tout à fait. Et vous êtes dans le territoire depuis
Très longtemps. Depuis longtemps. Donc, et vous êtes sur plusieurs aspects, hein, on est d'accord ? Oui. Votre terrain de jeu, c'est quoi dans le territoire ? Le terrain de jeu en tant que promoteur, parce que là je vais répondre en tant que promoteur comme vous me l'avez demandé, c'est la Bretagne et à l'opportunité sur Nantes, et puis on peut aller plus loin, et là une question d'opportunité. L'entreprise, le siège est à Rennes, avec une belle agence également à Lorient. On est fiers d'être lorientais, sauf au foot, là ça se détache, mais voilà, pour faire un petit peu d'humour. Et bon, on les a battus 2 fois cette année. Ouais, j'aurais dû me taire. En le disant, j'aurais dû me taire. Oui, allez, j'aurais dû me taire. On vous invitera l'année prochaine à Rennes, monsieur le maire. Et je viendrai à Lorient. Mais surtout qu'en plus, j'ai vu, il y a un stade dans la ville. Hein. Ah bah oui, il est dans vraiment juste à côté de... Il est juste à côté. Il n'y a pas un match ce soir, là parce que on serait bien resté là, justement, pour aller au match. Dimanche, Toulouse. Ah, dimanche. Bon, malheureusement. Allez, Lorient. Sandra, ça coûte cher. Deux activités sur Pierre Promotion pour finir la question. C'est le résidentiel et le tertiaire. Le résidentiel... Et la part du résidentiel représente... Je vais vous dire 50%, mais on a une vraie vocation résidentielle et tertiaire, c'est historique. Voilà. Et en résidentiel, on construit aussi bien actuellement 5 logements vue mer Côte-Nord et à des opérations qui s'étendent à 200 logements. Et entre tout ça, on va construire des lodges à la Forêt-Fouesnant. Donc on s'adapte. Vous êtes sur 2 classes qu'on appelle 2 classes d'actifs, on va dire donc résidentiel et tertiaire, avec un équilibre assez intéressant. Oui. Est-ce que ça veut dire que quand vous pensez vos projets, vous les pensez aussi de façon mixte en usage ? Bureau, oui. Peut-être un peu d'hospitality, ce qu'on appelle de l'hôtellerie, mais aussi du résidentiel. Oui, depuis peu, je ne vais pas vous dire depuis toujours, ça serait pas honnête, mais on a une opération qui sort de terre sur Rennes. On appelle ça une tour quand on est en Bretagne, mais de R+16, et il y a une mixité tertiaire et logement. Et sans aller sur des hauteurs aussi importantes, on a un sujet sur Brest où on va partir en résidence communautaire tout en pensant la réversibilité de demain. Voilà, c'est devenu depuis 2 ans un projet qu'on regarde. En fait, ce que vous dites, c'est que si jamais j'investis un usage ou une classe d'actifs, demain, s'il change, nos soucis. C'est pensé, c'est anticipé. Complètement. C'est ça, bureau, logement, tout ce qui est... Et je pense que c'est un devoir aujourd'hui, parce qu'il y a des villes où il y a une pénurie de résidences communautaires aujourd'hui, mais quid dans 5-10 ans ? Donc il y a, les élus ont une projection qu'on ne va pas forcément avoir et qu'on doit avoir, qu'on doit partager. Donc si on fait un coup, on construit, mais et demain, qu'est-ce qu'on fait de tous ces logements alors qu'il y a une véritable pénurie, ou peut-être de tertiaire ? Donc c'est anticiper en amont les besoins, les nouveaux usages et les besoins de demain. Bien sûr. On le doit, oui, c'est une obligation. Comme tous les différents usages, maintenant, coworking, c'est une évidence, le co-living depuis 2-3 ans, mais si on ne pense pas à tout ça... Alors on s'est dit dans cette émission qu'on allait tous dire, mais on a la chance d'avoir Fabrice Loher avec nous aussi, avec qui on se dit tout. Oui. Alors vous avez la chance, monsieur le maire, effectivement, dans un territoire on peut être un peu protégé, mais je vais quand même parler du rapport de la Fondation Abbé Pierre qui a été publié le 28 février 2023. Et qui a mis l'accent sur le mal logement dans ce pays et la difficulté du logement. Et les promoteurs, on peut le dire, sont très à la peine d'essayer finalement de compléter cette demande que le bâti ancien auquel ne répond pas. Moi, la question que je vous pose du point de vue de promoteur, vous êtes parfois et même assez souvent sous le coup d'une contrainte normative jamais connue dans une activité. Alors là, pour le coup, c'est à tous les étages. Il n'y a pas une semaine ou un mois, j'exagère peut-être un peu, où on ne vous martèle pas, pour ne pas dire autre chose, de normes, de contraintes qui vous empêchent finalement de développer vos activités. Et pourtant, 62% des logements produits dans ce pays, je crois, un peu moins peut-être entre 52 et 62% en logements sociaux, sont fabriqués, monsieur le maire, mais vous le savez déjà, par les promoteurs privés. Un deuxième chiffre, les 66% des occupants du parc locatif privé seraient éligibles au logement social. Moi, je vous le dis, Sandra, on a besoin de vous. Oui. Question, est-ce que dressez-nous aujourd'hui une cartographie dans votre territoire sur les équilibres économiques à trouver et qu'en pensez-vous ? C'est une équation qui est de plus en plus difficile à résoudre. Vous avez le droit de vous lâcher, hein, vous pouvez y aller. Oui, j'y vais, personne n'écoute. Non, on a l'obligation de faire et on est tous les maillons d'une chaîne. Je le répète souvent, c'est le LIB qui a toujours financé le social, mais maintenant on arrive à un niveau où c'est compliqué, voire impossible. Je ne parle pas de la demande aussi bien en livres que malheureusement en logement social qui est très, très présente, mais les prix sont tellement forts que voilà, on bloque.
on bloque. On parlait de normes. C'est très bien. On avait beaucoup de retard par rapport à nos voisins nordiques, à l'Allemagne. Et en 2 temps 3 mouvements, on nous demande d'être meilleurs qu'eux. On n'a pas les entreprises. Tout augmente, les coûts de construction. La demande est forte. Les chartes, vous en parliez tout à l'heure en première partie de l'émission, c'est très bien, il n'y en a pas à Lorient, mais dans les chartes, on oublie de mettre le mot bon sens et être pragmatique. Dans une situation économique et sociale qui est loin d'être simple, on nous en demande toujours plus. Donc c'est bien sur le papier. Mais à un moment donné, il faut savoir faut compter. 1 + 1, ça fait 2 pour tout le monde. Et on peut faire des discussions. L'inertie coûte très cher. Oui. Je parle pas, je suis à l'aise et je suis sans langue de bois. Lorient, c'est une région c'est une ville qui tire son épingle du jeu actuellement. On en parlait avant que l'émission commence. Le marché du neuf connaît des difficultés aujourd'hui. On n'a pas connu ça. Enfin, moi, je n'ai jamais connu ça. C'est catastrophique. Je veux dire, il faut dire les choses comme elles sont. Il y a des régions, on le sait bien, hein, il y a des régions, c'est moins de 40% de baisse. Il y a des alertes qui ont été faites. Et je vais même vous dire mieux, il y a même certains promoteurs régionaux qui ont carrément jeté l'éponge. Non, pour le dire. Voilà. Oui, on sait qu'un programme 9 sur 6 ne sort pas de terre pour des raisons économiques. Pour des raisons économiques. Et une chose inédite, c'est qu'aujourd'hui, on a des permis purgés, monsieur le maire, ça vous pas sûr d'entendre, purgés, où on a des promoteurs qui ne vont pas démarrer parce qu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir y aller. Entre les coûts de construction, 400 points de base d'augmentation des taux d'intérêt en seulement 1 an, c'est juste à un moment donné. Voilà. La difficulté d'accès aux prêts bancaires, bien sûr. C'est clair. Oui. Et là, on est en train de créer la spéculation des logements de demain. Malheureusement, avec tout cumulé. Je dis pas que c'est simple, hein, parce que... oui, il n'y a pas que l'aspect norme. Non, il n'y a pas l'aspect que norme, mais il y a aussi, on parle de concertation, c'est bien de concerter, mais est-ce que c'est pas informé on doit concerter tous les riverains pour, quand on demande à un riverain s'il veut un immeuble à côté de chez lui, on dit tous non, un peu plus loin c'est mieux. Donc tout ça, ça coûte. Justement, à Lorient, c'est ce qu'on fait. En regardant un peu, on parle beaucoup du manque de démocratie participative. À Lorient, vous voulez impliquer les habitants. Vous présentez un projet qui s'appelle Mon centre-ville de demain. Il y a eu d'ailleurs, je crois, une réunion le 13 avril dernier. Vous allez nous dire si ça a marché ou pas. Vous impliquez aussi la jeunesse. Vous faites des ateliers pour justement se projeter sur le Lorient de demain, avec des ateliers notamment sur l'environnement. Vous voulez vraiment qu'il y ait cette démocratie participative? Et ça marche? Oui, ça fait partie effectivement des objectifs du mandat. Cela étant, je reviens sur la question de l'immobilier. Même si la situation de Lorient est plutôt favorable, nous n'échappons pas au phénomène. On est d'accord pour un peu de densité, mais c'est quand même mieux si c'est dans le quartier d'à côté, parce que vous comprenez, chez nous, on a une vue imprenable, on a un espace vert qui est réservé aux enfants. Ça, on le connaît aussi, ce phénomène. Le projet Puma, projet utile, mais là ailleurs. Il faut expliquer. Il faut évidemment la concertation, mais à partir du moment où l'objectif de logement est un objectif d'intérêt général, il faut quand même se donner les moyens d'aller au bout de projets, parce que demain, encore une fois, et je le dis régulièrement, ce sont, outre vous-même, vos enfants, vos petits-enfants qui ne pourront plus se loger dans une ville comme Lorient. Et je crois que cet argument, il est fondamental, parce que c'est travailler pour les générations à venir, et travailler pour soi, pour sa famille aussi. Et ça fait mouche quand vous le dites. Parce que les gens comprennent. Parce que les mêmes qui vous réclament un logement le vendredi matin dans votre bureau sont les mêmes qui vont se plaindre de la grue qui est en face de chez eux le lundi. Donc à un moment donné, il y a aussi une équation. Ne faut-il pas aussi, au-delà de tout cela, avoir une politique volontariste? Et effectivement, vous avez cette possibilité de le faire. Alors justement, on parlait de la demande. On assiste à un phénomène aussi inédit. C'est que la demande sur le logement neuf en France, elle est un petit peu en panne. Manque de confiance, hésitation. C'est fou quand on y réfléchit. Oui. D'ailleurs, c'est double peine. On a aussi les prix sont élevés, mais pas que, parce qu'il y a aussi, est-ce que c'est, on espère aussi un contexte actuel. Il y a toujours une prime au logement, et puis il faut bien se loger, sans parler que de l'investissement, il faut bien se loger. Mais dans l'immédiat, il faut être patient. J'ai une dernière question à vous poser. On s'était dit qu'on trouverait un peu le programme Totem sympa que vous êtes en ce moment. Alors moi, j'ai regardé ce que vous faites, c'est super. Il y a une patte quand même. Je vous disais, le groupe familial, il doit y avoir une patte. En tout cas, on a vraiment besoin des promoteurs dans ce pays. Un projet un peu totémique dans le groupe Pierre Promotion. Moi, je parlais d'Avancée, notre programme l'Orienté. Voilà, mais franchement, nous sommes très très fiers. J'en ai parlé tout à l'heure, à l'instant, que c'est 80 logements et surtout avec une belle architecture.
Ils sont livrés quand ? Dans un an. Dans un an, c'est un succès commercial. On est à plus de 70% de vendus. Ah oui. Ça a été compliqué au niveau coût de construction, mais on n'a pas voulu lâcher. On s'est accroché. Pour garder l'image, parce que de faire un coup, c'est pas nous. Et puis on construit pas on construit pour durer. Enfin, voilà. Et ça sera une très très belle opération. Je vous invite à venir voir à la livraison. Et si vous êtes intéressé, il nous reste quelques logements. Voilà. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau. Vous vouliez commenter peut-être ? Non, je confirme, et je veux dire que c'est toujours évidemment extrêmement important d'avoir des promoteurs qui finalement respectent quand même les engagements du début, même si c'est quelquefois avec des contraintes économiques fortes, mais c'est aussi la réponse que nous apportons pour construire un logement qui va durer, lui, 30 ans, 40 ans, 50 ans, on l'espère. Et ce que je trouve aussi extrêmement intéressant, justement, c'est cette convergence de vues que vous avez, vous, les promoteurs au pluriel. On l'a vu avec Stéphane Labriou, groupe Nexity, avec une présence, premier promoteur national, et vous, les groupes régionaux, qui finalement allaient dans le même sens. Et je trouve ça extrêmement sain pour la profession. C'est un vrai métier, et c'est un métier, j'allais dire, même presque avec une vision compagnonique. Merci en tout cas, restez avec nous sur le plateau. On va enchaîner avec la dernière séquence, un sujet très important, les amis, ce qui est le sujet du bâti ancien. On n'en a pas beaucoup parlé. On va parler justement, est-ce qu'on se loge, est-ce qu'on peut se loger, est-ce qu'on trouve et à quel prix, est-ce qu'on peut acheter aussi au niveau du bâti ancien dans cette bonne vieille ville de Lorient. On va recevoir dans quelques instants Anne Boucher, notaire ici à Lorient. C'est tout de suite après ça. Les clés de la ville, parlons bien, avec le Conseil supérieur du notariat. Olivier, nous recevons une notaire. Eh oui, partenariat avec le Conseil supérieur du notariat. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Maître Anne Boucher, notaire à Lorient. Bonjour. Bonjour. Alors avec vous, on va faire justement un tour d'horizon de l'immobilier ancien, l'évolution des prix, des ventes, mais également délivrer des conseils pratiques. Alors quelques chiffres clés pour démarrer. Premier chiffre clé, 2400. 2400 comme 2400 €, c'est le prix médian au mètre carré d'un logement ancien à Lorient, avec bien sûr de fortes disparités selon les quartiers. 260 000, ça c'est le prix médian d'une maison ancienne à Lorient, 260 000 €. 42 comme 42 ans, ça c'est l'âge moyen d'un acquéreur à Lorient. 6 à 8% de franciliens acquéreurs, c'est un petit peu plus, 2 à 3% de plus qu'il y a 3 ans. Et puis, je regardais hier sur le site Figaro Immobilier combien de biens... Pourquoi pas Eh ben, en fait, 235, c'est le nombre d'annonces immobilières répertoriées sur le site du Figaro Immobilier pour acheter un bien à Lorient actuellement. Alors, comment se porte ce marché de l'immobilier? Quand on va dans les différentes villes, depuis, on va dire, la fin de l'année dernière et le début de cette année, on nous dit un peu partout, il y a un ralentissement de l'activité. Est-ce le cas à Lorient? Alors tout à fait, oui, il y a un ralentissement de l'activité. Si on regarde les ventes des appartements anciens entre fin 2021 et fin 2022, il y a une baisse de 7%. Et sur les maisons, sur la même époque, on a une baisse de 11%. Donc il y a quand même une baisse de volume. Ah oui, quand même. Ah oui. Et là, si on regarde les données des avant-contrats, puisque tous les avant-contrats sont recensés sur les bases de données de la profession, et premier trimestre 2022 par rapport au premier trimestre 2023, on a une baisse autour de 20%. Comment vous l'expliquez, tout ça? Quelles sont pour vous les raisons? Qu'est-ce que vous diriez, maître? Alors, il y a une baisse en volume, ça c'est un premier point. Je veux juste préciser que par contre, les prix pour l'instant résistent. C'est-à-dire qu'on ne sent pas de baisse de prix sensible. Donc la baisse en volume n'impacte pas la baisse du prix. En volume, pour l'instant, non. Les raisons, la première, effectivement, c'est la hausse des taux d'intérêt. Donc, qui, bien entendu, il y a toute une catégorie, une frange de la population qui pouvait acheter à un moment, ne peut plus aujourd'hui acheter. Là, ça a été multiplié par 4. Ça devient fou. Il n'y a que la pièce qu'avaient gagné les Français l'ont perdu pendant les 10 dernières années, ont été perdus par l'augmentation des taux d'intérêt, clairement. Tout à fait. Et le deuxième facteur, on en a parlé depuis le début de cette émission, c'est la problématique de la performance énergétique des logements. Oui. Avec effectivement sur Lorient, qui est une ville donc reconstruite, avec l'habitat qui va avec et la construction de l'époque, où on a... Alors, c'est pas beaucoup plus élevé que les autres villes, comme vous le disiez, mais on a quand même des logements qui sont classés E, F, G. Donc, voilà. On ne va pas s'engager dans des travaux de rénovation énergétique, ça peut coûter trop cher, ou est-ce qu'au contraire, il y a des négociations, on anticipe justement des travaux éventuels? Qu'est-ce qui se passe? Alors, ça rentre effectivement dans la base de négociation.
quand effectivement il y a des logements qui sont mal classés au niveau de la performance énergétique. Et puis là, pour les investisseurs, la loi de finances a prévu là donc de doubler le montant des déficits fonciers quand effectivement vous vous engagez à faire des travaux qui vont améliorer la performance énergétique du logement que vous achetez. Voilà. Donc pour les investisseurs aussi, l'État a donné un coup de pouce. Effectivement, il va bien falloir améliorer l'isolation des logements. Alors, maître, pour ceux qui ne connaissent pas Lorient, si on devait prendre une photo, quels sont les différents quartiers? Qu'est-ce qui est demandé? Le type d'acquéreur, si vous deviez nous Alors, faire vous avez une toujours analyse. des gens qui cherchent le centre-ville, stricto sensu, effectivement, pour des raisons de commerce à proximité. Et commodité, bien les sûr. commodités, Transports en commun. les transports en commun qui sont faciles. Les commerces, les tout ce services. qui est, Oui, le commerce, bien sûr, services, cinéma, etc. Voilà. Et là, dans le centre-ville, on est plus que les 2400 € du Un mètre petit peu carré? plus, oui. On est un petit peu plus que les 2400 €, 2500, 2600. Donc vous avez le quartier du centre-ville qui est toujours demandé. Après, vous avez des quartiers dont l'évolution des prix du marché ont augmenté, qui sont toujours des quartiers qui ont été recherchés, type Merville, Nouvelle-Ville, donc qui sont quand même proches du centre-ville, et qui sont des quartiers où il y a des maisons individuelles. Donc les gens qui recherchent des maisons à Merville, Nouvelle-Ville, vous avez des maisons. Vous avez les halles de Merville qui sont à proximité de ce quartier-là, des petits commerces de proximité, des restaurants, des banques, etc. Donc c'est quand même des quartiers qui sont vivants. Bien sûr. Voilà. Et vous avez le quartier qui est rentré, on en parlait en introduction, avec la ville en bois, où là, même chose, vous retrouvez des maisons, vous avez la proximité de la gare. Donc, mine de rien, avec quelques franciliens qui sont venus quand même vivre sur Lorient. Voilà. De franciliens, c'est ça, vous disiez? Oui, non, un petit peu. Pas plus que Pas ça. plus que... Voilà. Mais quand même des gens qui ont voulu quitter des grandes villes. Parce que quand même, Lorient reste une ville majoritairement où ce sont des Morbihanais qui achètent, voire déjà des Lorientais. Voilà. Avec une petite caractéristique quand même, c'est une ville qui reste plus accessible que par exemple que Vannes, en termes de marché, où vous retrouvez un petit peu plus de gens qui ont moins de 30 ans qui peuvent accéder plus facilement à la propriété. Mais il y a eu une hausse de prix. Il y a quand même une hausse de prix importante. 12%, c'est ça? 8% sur les maisons, oui, et 12% sur les appartements. Avec un petit peu plus dans certains quartiers comme Merville, Nouvelle-Ville et qui est rentré. L'évolution de ce marché immobilier ancien, monsieur le maire, comment Ces chiffres-là, vous étonnent pas? Vous les connaissez déjà? Non, ça ne m'étonne pas, effectivement. On a donc un habitat issu de la reconstruction, qui ne veut pas dire habitat de mauvaise qualité, mais la question de la performance énergétique ne faisait pas partie, à l'époque, évidemment, des canons de la construction. Donc, quand on achète de l'ancien, la première chose, c'est rénover, et rénover lourdement, souvent, parce qu'il faut faire les travaux liés au diagnostic énergétique, le changement des fenêtres, voilà. Donc, nous avons un potentiel en même temps important sur ces biens anciens. Et donc, l'idée, c'est que, au travers de l'intervention de notre nouveau bailleur social départemental Morbihan Habitat, nous traitions déjà la rénovation des biens anciens dans le parc social. Ça doit être une nouvelle priorité pour nous parce qu'on sait qu'on a un gros travail là pour mieux entretenir demain nos appartements. Et encore une fois, sur le marché privé, ce que nous pouvons faire, nous, c'est travailler auprès des syndics de copropriété pour, avec nos aides études énergétiques et potentiellement travaux, aider à la remise en état, et on l'espère, pour les copropriétaires occupants ou remise en location, ce qui est un objectif important pour nous. Et sur l'aspect investissement locatif, alors pour celui qui souhaiterait investir à Lorient, où aller, quel type de rendement? Expliquez-nous. Alors sur les rendements, on est sur des rendements à peu près classiques comme dans d'autres villes, 6 à 8% en brut. D'accord. Ah oui, quand même, c'est bien. Oui, en brut, oui. Ah oui, parce que vous comprenez, si on prend Rennes ou les grandes métropoles, Lyon, Rennes, Marseille, pas dans les Paris, mêmes on est sur prix non plus là. Oui, non, mais je veux dire, on est quand même entre 2 à 3. Donc c'est Oui, bankable c'est en une termes ville d'investissement. plus accessible en termes de prix. D'accord. Mais est-ce qu'on l'aura facilement si on investit ici? Oui. Donc il n'y a pas de Il y a difficulté. quand même des étudiants. Beaucoup d'étudiants, oui. Beaucoup d'actifs qui arrivent et qui ont du mal à trouver des logements. Moi, je ne serais-ce que dans le milieu de nos collectivités locales, quand on a des nouveaux collaborateurs qui arrivent, on a quand même beaucoup de mal. Donc on peut inciter à l'investissement locatif avec des taux de renta entre 7 et 8%, et ça reste quand même assez intéressant comme classe d'actifs, et on est sûr de louer. La vacance locative n'est pas un phénomène qui touche cette ville. Non, au contraire. Les gens qui arrivent ici ont du mal à se loger. Trouver un logement à louer, c'est vraiment, effectivement, c'est assez compliqué. Et en cette période où justement on a parfois un manque de visibilité, un manque de confiance, en quoi faut-il être particulièrement attentif aujourd'hui quand on veut vendre ou acheter un bien immobilier? D'où l'intérêt de connaître un très bon notaire. Oui.
Alors, vendre ou acheter un bien immobilier, il y a toujours la règle l'emplacement. Donc, il faut investir dans des quartiers où il y a toujours ou des commerces ou de l'activité ou aller vers des axes routiers rapidement ou la gare ou autre. Voilà, donc des quartiers que j'ai cités tout à l'heure. Tout ce qui est université, Bloom, qui est rentré, Merville, Nouvelle-Ville. Bien sûr. Donc voilà, ça c'est important, l'emplacement, ça reste un critère important dans l'immobilier. Et juste parenthèse, si on sort un tout petit peu de Lorient, quels seraient les secteurs porteurs ou ceux qu'il faut suivre? Ou émergents, des marchés qui vont, avec justement les problématiques de concentration urbaine, qui vont peut-être tirer leur épingle du jeu, qui prennent de la valeur. Alors, vous avez les villes comme l'Armor-Plage et Pleumeur qui ont toujours beaucoup attiré, puisque ce sont des villes en bord de mer. Oui. Donc voilà, là, effectivement, ça a toujours attiré. Et puis, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, on en parlait tout à l'heure, les gens qui voulaient se loger avant dans une ville comme Lorient ou autre, vont un petit peu plus loin. Donc, Guidel, voire parce que dès qu'on sort de Lorient, on est tout de suite dans les petits villages, dans les petites villes. La ruralité est aux portes, ou alors on a quand même une agglo très urbanisée. On a un cœur urbain très important. On a cité Pleumeur, l'Armor, qui restent des cœurs urbains, même s'ils sont en bord de mer. Et la Lister, Hennebont, sont des communes de plus de 15 000 habitants. La Lister, 23 000, deuxième commune de l'agglo, troisième du département. Donc, il faut aller au-delà de la RN 65 pour trouver des bourgs plus ruraux. Bien sûr. D'ailleurs, nous avons dans la salle des élus locaux. Voilà, d'une petite ville qui est à côté de Vannes, d'une commune de 1300 habitants. Voilà, on a des élus locaux. On a ça aussi en stock à l'agglomération. Voilà, ils ont su que vous étiez là, ils sont venus vous voir. Voilà. Très bien. Oui, alors justement, vous diriez pour des investisseurs aussi qu'il faut... C'est vrai que le QCR, c'est-à-dire le quartier central des affaires et du logement, ça a toujours emplacement. Mais on voit bien que finalement, tout à l'heure, vous disiez une chose importante, et j'aimerais avoir votre avis. Il y a des baisses en volume, mais les prix ne sont pas affectés. Est-ce qu'on peut faire le lien entre le prix et le fait que justement, il y a quand même une demande locative, donc finalement, on arrive à tenir les prix malgré la baisse en volume? C'est pas lié forcément à la demande locative, non. C'est lié à des gens qui arrivent et qui ont besoin de se loger. Bien sûr. On a eu toutes les problématiques, mais vous en avez parlé tout à l'heure avec la disposition qui a été prise à partir du 1er janvier sur le changement d'usage, avec effectivement la problématique de Airbnb. Il y avait quand même beaucoup de maisons à Lorient d'un seul tenant qui se sont retrouvées divisées. Donc vous vous retrouvez avec un marché forcément. Ah oui, donc ça c'est un phénomène qui s'est... D'accord. Okay. Voilà, donc ça a impacté aussi. Olivier. Confiante quand même sur ce marché de l'immobilier à Lorient, comment va-t-il évoluer? Comment vous le percevez? Je n'ai pas de boule de cristal. C'est très bien de le dire. Bien malin celui qui fera des prédictions. Absolument. Exactement. Voilà, après, Lorient reste une ville qui attire, qui aujourd'hui est à moins de 3 heures de Paris. Une ville en bord de mer, une ville de taille moyenne où les familles aiment vivre. Quand vous avez des enfants et que vous avez la mer à proximité, c'est quand même super pour eux. Donc je ne suis pas certaine que les prix baisseront de façon... Il n'y aura pas d'effondrement. Il peut y avoir un ajustement, mais pas d'effondrement. Il y aura un réajustement, parce que notamment, il y a quelques quartiers qui, je pense, ont peut-être profité de l'aubaine sortie du Covid, là où les prix ont gonflé un petit peu, peut-être initialement. Nous, on a vu quelques biens, ventes de biens du côté de Kervénanec, Cariado, où on a trouvé quand même des prix un peu élevés par rapport à ce qui se faisait avant Covid. Donc je pense qu'il y aura peut-être un réajustement. Je ne suis pas certaine que sur Lorient, les prix baissent énormément. Vous savez, on a une philosophie de la ville qui est en train de changer. Je parlais tout à l'heure du quartier du Bois du Château, quartier prioritaire, qui demain, en tous les cas, c'est le pari de l'équipe municipale, sera sans doute l'un des quartiers les plus attractifs de la ville en bord du Scorff. C'est-à-dire vue sur mer, enfin, on peut le dire comme ça. Donc, ce sont des éléments très importants et qui vont demain changer vraiment le marché immobilier. Bien sûr, je comprends que les professionnels soient peut-être plus sceptiques, mais en tous les cas, c'est bien la volonté que nous portons, nous, les élus, parce que nous croyons en l'avenir de notre territoire, de notre ville, et notamment de ce type de quartier. Et il y en a d'autres qui bougeront également. Kervénanec, vous êtes à moins de 10 minutes de l'Armor-Plage et des premières plages. Voilà, Frébeau n'est pas aujourd'hui un quartier très attractif, le sera demain parce que c'est un quartier qui est sur la route des plages. Et avec le travail que nous faisons, on espère que tous ces quartiers retrouveront une belle attractivité. Voilà des belles perspectives. Voilà des belles perspectives. Très bien. Mais finalement, il n'y a pas meilleur promoteur de sa ville que le maire. que le maire. Merci beaucoup, maître Anne Boucher. Merci d'être passé pour le plateau. Applaudissements pour Anne Boucher, notaire ici
à Lorient. Voilà, il est l'heure de nous quitter. Je sais, c'est triste, il va falloir nous quitter. Et nous nous retrouverons avec Olivier Marin en mai prochain. Ce sera vers la mi-mai. On vous donnera la date exacte, comme d'habitude, sur nos programmes. Nous déposerons nos valises à Nîmes, à la mairie de Nîmes, un autre territoire, une autre configuration. Nous serons ensuite à Angers et nous clôturerons notre saison en juillet avec Annemasse. Je voudrais remercier chaleureusement Pierre-Marie Perrin, directeur des affaires publiques pour Elio avec la séquence Bien Mieux. Un grand merci également à Stéphane Lavriou, directeur général régional pour Nexity avec La Vie Ensemble. Avec Arkea Bank, c'était Sandra Blot, dirigeante de Pierre Promotion avec Parlons Territoire. Vous étiez formidable. Le CSN avec le Conseil supérieur du notariat, représenté dignement pour parler de notre ville de Lorient, c'est Anne Boucher. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on remercie chaleureusement les équipes de la municipalité de nous avoir accueillis, les services de presse, services de communication et la sécurité qui a encadré bien évidemment la réalisation de ce programme. Un grand merci également à Jason Pinero, le réalisateur qui est derrière la console, Alexandre Burkhardt, notre directeur artistique et réalisateur, les équipes du Figaro Immobilier, Olivier Marin, mon complice. Merci Fabrice Loher de nous avoir accueillis dans votre bonne vieille ville. Venez vivre à Lorient, il faut bon vivre ici. Merci encore. Sous vos applaudissements. Merci, Kenavo Avéchal. Les Clés de la Ville, une production Figaro Immobilier et Radio Imo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio, Arkea Banque Entreprise et Institutionnelle et Nexity. Présenté par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin.